Bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour notre débat ce soir. Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen, qui est un think tank dédié à la transition écologique basé à Paris. Comme pour chaque séance de ce cycle, c'est une séance préparée et animée ensemble avec le collectif pour un réveil écologique. Et Lucie, Jean-Marius est avec nous ici aujourd'hui, merci. Et nous aurons donc la tâche d'animer ce débat en guise d'introduction. Alors, je te laisse faire l'introduction et la présentation des intervenants. Je dirais tout simplement que notre député, Benoît Biteau, s'excuse. Il ne peut pas venir, il est accaparé par un studio télévisé. Cela dit, je suis sûr que notre débat sera aussi riche et aussi politique que si Benoît Biteau était avec nous. Alors, Lucie, je te laisse présenter peut-être les intervenants et ensuite introduire la séance. Donc, bonjour à tous, Lucie Jean-Marius. Donc, pour les intervenants ce soir, pour participer à ce beau débat, donc nous avons aujourd'hui Christophe Alliot, donc président du BASIC, et ainsi que Marie Dric, au Secours catholique Caritas France, est chargée de projet notamment pour l'accès digne à l'alimentation, ainsi que Sofia Magnoni d'Intignano, donc déléguée générale de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, et enfin Mathieu Calam, donc directeur de la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, et qui vont aujourd'hui nous parler et échanger suite à un rapport du BASIC et du Secours catholique sur les coûts économiques et environnementaux de l'alimentation. Et je vous laisse la parole, Christophe Alliot. Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là nombreux. On est très heureux de vous avoir ce soir. Il est un peu plus de 19h. On va parler justement d'alimentation. On va essayer de vous tenir en haleine jusqu'au moment où vous pourrez passer au dîner, en espérant que ça va informer pas mal de réflexions, bien au-delà bien sûr du dîner, mais plutôt politique en ce moment un peu particulier dans lequel on est. Donc, je m'appelle Christophe Alliot, j'encadre les travaux de recherche et d'études au BASIC, Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. Nous sommes une coopérative qui travaille sur les questions de transition de secteur d'activité. On va parler ce soir du coup de l'alimentation. Plus spécifiquement, le travail dont je vais vous parler, eh bien, c'est une étude qui a été portée, commanditée et qui est sortie en septembre, dont Marie va nous reparler après, l'Injuste prix de notre alimentation, donc coportée par Secours catholique Caritas France, Solidarité Paysans, les CIVAM et la Fédération française des diabétiques. Ce que je vais vous présenter en quelques minutes sont les résultats clés de la recherche. Donc aujourd'hui, en fait, un peu en avant-première, on va vous donner accès à toutes les données qu'il y a derrière cette étude. Et donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre un peu dans le sujet. Donc, on va y aller ensemble. Petite introduction et petit élément sur le périmètre de l'étude. Une introduction, en guise d'introduction, deux grandes informations. Premièrement, quand on parle de l'agriculture-alimentation, on a une première version de l'histoire qui nous dit que c'est un franc succès. On a pour 358 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 milliards d'euros de bénéfices cumulés des entreprises. C'est l'un des principaux secteurs d'activité en France quand on met tout bout à bout. On va revenir sur le périmètre après. C'est 70 milliards d'euros à l'export. C'est un de nos derniers bastions où nous sommes en solde positif avec l'étranger. Solde commercial positif, c'est près de 3 millions d'emplois. Donc c'est loin d'être anodin dans l'équation actuelle. Ça, c'est une première version. Puis on retourne la pièce et forcément, on va tomber sur une autre histoire. Vous le voyez, 18% des ménages agricoles en dessous du seuil de pauvreté. Donc tout ça, ce sont des données statistiques récentes de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. 17% d'obésité, un doublement en 20 ans. Côté du diabète, on est à plus qu'un doublement, on est à plus de 160% en 20 ans. 12% des Français, Marie va nous en parler, qui souffrent d'insécurité alimentaire. Donc que penser en fait dans cette histoire totalement contradictoire? Succès ou problème? Pour aller regarder ça, on vous propose un petit voyage. On va voyager tout le long du système alimentaire. Voilà les différentes étapes et tout ce qu'on a été regardé. On ne démarre pas par la production agricole, on démarre bien par ce qu'on appelle les intrants. Engrais, pesticides, machinisme agricole, semences. Après, on va naviguer, production agricole, les industries de la transformation,
quelle que soit la taille, même des toutes petites tailles. Toute la distribution, là où on achète nos aliments qu'on consomme chez nous, la restauration, la consommation. Donc on va regarder tout ça. Premier enseignement du travail qui est à la fois historique et actuel qu'on a mené. Comment tout ça s'est structuré. On a l'impression que ce sont des choses qui ont du sens, qui sont les unes à côté des autres et qui s'enchaînent, qui s'articulent. Mais en fait, ça ne nous raconte pas véritablement l'histoire. Alors je vais vous dire un petit peu plus l'histoire à laquelle on est confronté. Alors, dernier élément que j'ai oublié de vous dire, pardon. Nous ne sommes pas dans une économie fermée, donc bien évidemment, mes petites flèches là, roses que vous voyez, c'est tous les échanges avec l'étranger. Parce qu'on échange à tous les maillons de la chaîne, en import et en export. Donc on a bien été regarder toute cette dimension-là aussi de ce qui se passe avec nos voisins, côté Union européenne ou plus loin au niveau mondial. Alors qu'est-ce qui a organisé, continue à organiser profondément ce à quoi on a accès tous les jours quand on se nourrit? Eh bien, premièrement, juste un mot qui nous vient de l'après-guerre. Maximiser les volumes. Comme ça, vous m'entendez, hein, de toute façon? Ah non, pour l'enregistrement. Ah pardon, ça est revenu, ça va. Pardon. Maximiser les volumes, maximiser la valeur. Maximiser les volumes. On sort de la Seconde Guerre mondiale, il faut nourrir tous les habitants. Il faut nourrir même, on dira après, dans les années 50 et 60, le monde. Et il suffit d'ouvrir sa radio, sa télé, Internet aujourd'hui pour voir ces discours qui continuent à être là. Donc ça reste un objectif profond qui est assigné à tout le système alimentaire. Maximiser la valeur pour plein de raisons. Premièrement, parce que c'est de la croissance, et c'est une partie de la croissance du PIB, du solde commercial. Et c'est une volonté politique depuis les années 60 des champions, européens, voire internationaux. Une des premières agricultures du monde, vous connaissez, je pense, tous ce discours-là qui a été porté par les institutions et bien sûr porté par les entreprises elles-mêmes aujourd'hui, qui sont parfois d'envergure totalement internationale. Et du coup, assurer la rentabilité. Comment on arrive à faire ça? Eh bien, ce qu'on ne nous explique pas, c'est la chose suivante. On a deux cercles. On va commencer par aller en amont. Qu'est-ce qui se passe en amont? Eh bien, on a un cercle qui s'est mis en place depuis plus de 60 ans, qui fonctionne de la façon suivante. En amont, on va commencer par décomposer, recomposer. Pourtant, on travaille avec du vivant. Les produits agricoles sont tous vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux. En fait, on va venir créer des briques les plus standardisées possibles, les plus identiques les unes aux autres, les plus substituables. Donc ces briques, c'est retournez les paquets de ce que vous achetez au quotidien, regardez la liste de composition des aliments, elles sont là, ces briques. C'est parfois des mots qu'on ne comprend pas tous. C'est pas forcément sucre, ça peut être sirop de glucose, etc. Les voici, ces briques-là. Et le but, c'est d'avoir des briques qui peuvent être recomposées pour faire nos aliments de tous les jours. Et il faut qu'elles soient le plus standardisées. Pourquoi? Parce qu'en les standardisant, on peut arriver à faire en sorte que, on nous dit l'alimentation soit pas chère, en fait, ce sont les briques et les ingrédients qui sont pas chers. Et ils sont pas chers parce que comme tous les agriculteurs en France font les mêmes briques, on peut les mettre en concurrence les uns avec les autres. Or, il suffit d'aller dans les campagnes pour voir qu'il n'y a pas plus différent d'une ferme qu'une autre, en théorie. On va mettre aussi en concurrence les agriculteurs au niveau européen, alors qu'il y a des très grandes différences suivant les pays. On va mettre, bien évidemment, aussi les agriculteurs en concurrence avec leurs homologues partout dans le monde. Et ça va permettre d'organiser un marché où, en effet, tendanciellement, les prix sont de plus en plus bas côté agricole. Ça, c'est ce qui se passe. On vous a mis l'image ici d'un vraquier de blé, parce qu'en fait, on nous raconte l'histoire de produits, on est très fiers en France, etc. Ça, c'est la première chose qu'on produit en France. C'est sous cette forme-là. C'est comme ça qu'on l'exporte d'ailleurs. Nos principaux exports, ce n'est pas du vin, c'est ça, en tonnage. Donc ça, c'est ce qu'on produit en amont. Ce n'est pas tout à fait l'image d'Épinal qu'on a. Mais qu'est-ce qui se passe en aval? Eh bien, en aval, c'est ça qu'on voit. Ça, c'est l'image que vous avez quand vous êtes dans un grand hypermarché. On voit même plus le bout. Qu'est-ce qui s'est construit autour de ça? C'est quoi le deuxième cercle? Eh bien, c'est de créer plein de produits différents, pourtant avec les mêmes briques. Donc, c'est potentiellement les mêmes ingrédients. Qu'est-ce qui va changer? Le nom de la marque, les proportions un peu, le packaging, sa couleur, sa déclinaison en individuel, en modèle familial, etc. Et puis à l'envie. Là, vous voyez ces linéaires qui sont sans fin. Et cette différenciation par le marketing, elle va permettre de s'émanciper en fait de la problématique agricole. Donc on va avoir des prix toujours plus bas, oui, mais au niveau agricole. Et ce qu'on voit bien nous en tant que consommateurs ou consommatrices, c'est qu'à l'autre bout du spectre, c'est autre chose auquel on est confronté. C'est une infinité, mais une infinité de diversité, en partie de façade. Il y a des produits là-dedans qui ne sont pas que de façade, mais ils sont minoritaires. Et donc ça va permettre d'accroître au milieu cette création de valeur. Puisqu'on paye moins cher en amont, on fait payer plus cher en aval ce que nous on consomme.
La question est quel est le lien entre l'un et l'autre? Quand on achète un produit, est-ce qu'on peut savoir d'où ça vient, à quel prix c'est payé? Je pense que vous savez tous la réponse, c'est compliqué. Mais on verra voir tout à l'heure, il y a des modèles pour ça, mais ce n'est pas le gros de ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qui se structure depuis 60 ans. C'est une volonté, ce n'est pas arrivé par hasard. Ça a été construit. Ce n'est pas une volonté négative, c'est une volonté qui est très objective pour créer de la valeur. Et ça a plutôt bien fonctionné. Le problème est qu'il y a plusieurs conséquences à ça. Premièrement, il y a une déconnexion entre la partie agricole et ce à quoi nous on est confrontés, avec une boîte noire qui est au milieu, qui est de plus en plus complexe, même parfois pour les gens qui y travaillent. Et les entreprises sont au milieu. Deuxième chose qui nous est arrivée, c'est ce schéma que vous avez là. Ce schéma que vous avez là, je vous propose de lire de gauche à droite. Vous voyez les petits trous là avec ce qui se passe là, au milieu. On va dire que c'est tous nos flux d'aliments là qui nous viennent de l'amont jusqu'à nous. On est plutôt ici en tant que consommateur, consommatrice. Et en fait, vous voyez qu'il y a des roues qui viennent concentrer un peu les choses. Ces roues, ça correspond à des nœuds de concentration de pouvoir qui sont très forts aujourd'hui, mais qu'on a voulu parce qu'on voulait des champions. Sauf qu'on en est arrivé à, par exemple, 5 fabricants de pesticides au niveau mondial qui, à eux 5, font les 2/3 de toutes les ventes de pesticides. Juste 5 entreprises, dont plus que 2 sont européennes aujourd'hui. Côté de toute la transformation agroalimentaire, il y en a moins de 40 qui font 2/3 de toutes les ventes. Il s'appelle Danone, il s'appelle Lactalis, on pourra revenir dessus, un certain nombre d'entreprises. Côté de la distribution, ça on les connaît un peu plus. Leclerc, Carrefour, on est un peu plus habitué. Donc là, à 8, ils concentrent 3/4 de tous les achats d'aliments que nous faisons à domicile pour manger chez nous. Mais vous avez aussi, ce qui se voit un peu moins, à peine 14 chaînes de restauration qui, elles aussi, vont représenter une part non négligeable de toute la partie restauration. C'est ce qui est en train de progresser très fort aujourd'hui. Et puis, entre ces nœuds-là, vous avez la partie orange, là, c'est-à-dire un grand nombre d'agriculteurs. Une partie qui se voit moins en dessous, qui est fondamentale, les travailleurs agricoles. Ils sont 2 fois plus nombreux en nombre d'individus que les agriculteurs. C'est eux qui travaillent dans les champs aussi aujourd'hui, qui sont souvent les oubliés de l'histoire. Et puis 68 millions de consommateurs et consommatrices. Donc on est face à une organisation un peu particulière qui va de pair avec cette création de valeur, avec cette efficacité économique. Et puis, je vais commencer à vous essayer de vous amener des éléments d'explication de comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a derrière le prix? C'était une des demandes de l'étude dès le début. Qu'est-ce qui se cache derrière le prix de ce qu'on achète? Alors, je vais vous aider à lire ce schéma-là avec ses couleurs. Ça se lit de bas en haut. En bas, vous avez ici les agriculteurs et agricultrices. Ici, tous ceux qui font la transformation des produits. Ici, on va retrouver soit les magasins où on achète ou les restaurants. Et après, là, ça va être les consommateurs, consommatrices qu'on est tous. Entre chacun des maillons, vous voyez des petites mains qui se rencontrent, c'est la négociation de prix. Le code couleur est simple. Quand c'est orange, il n'y a quasiment pas moyen de négocier. Il faut accepter quasiment le prix qui est donné, parce que de toute façon, c'est celui que tous les autres vont accepter. Et si on refuse, de toute façon, quelqu'un d'autre va prendre le marché. Il n'y a pas le choix. Si c'est en vert, là, par contre, pour le coup, il y a moyen de valoriser, c'est-à-dire de faire payer beaucoup plus cher que ce que ça coûte. Maintenant, on y va. Je vous propose de regarder en haut. Première chose auquel on est confronté en tant que consommateur, les produits premier prix. Vous voyez deux petits sigles ici. Ces produits premier prix sont orange partout. Aucun maillon, tous les maillons tirent au plus bas possible leur marge pour que ce soit le moins cher possible. Ce que vous allez retrouver en bas, en fait, des rayons souvent, ou alors avec des indicateurs particuliers quand vous êtes en grande surface. Ça, c'est 11% de toute l'alimentation en France en valeur. 11% des achats, c'est les premiers prix. Là, voilà l'alimentation pas chère. Là, on parle de hamburger à 50 centimes. Ça peut descendre, on a regardé à ça, en fait. Là, on parle de paquets de pâtes qui peuvent être à 15 centimes, en fait. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, on va bouger un peu vers la gauche pour aller voir ce qu'on connaît un peu moins. Ceux-là, on les connaît. Je vous propose un mot, désolé, anglo-saxon, c'est les best-sellers. Les best-sellers, j'imagine, je ne sais pas si de loin vous reconnaissez, mais peut-être. Hein. On a notre pot Nutella, on a notre camembert président, on aurait pu mettre Orangina, on aurait pu mettre Coca, on aurait pu mettre le beurre président aussi, le jambon Herta, vous en avez fait quelques-uns. C'est une petite partie de nos produits qui sont vendus, 2-3%. Mais à eux seuls, ils font presque 45% de toutes les ventes de la grande distribution, alors qu'ils sont très peu nombreux. C'est pour cela que le gros des consommateurs et consommatrices va en magasin. C'est pour les trouver, et les trouver pas cher. Pas cher parce qu'il y a une forte concurrence en orange. Mais regardez, c'est pas orange partout, il y a du vert au milieu. Un pot Nutella, la grande distribution, les supermarchés ont beau se faire la guerre des prix, je peux vous assurer que c'est pas un produit pas cher. Et c'est tout sauf un produit lucratif. C'est très lucratif, mais pas pour Leclerc ni Carrefour. C'est très lucratif pour le milieu de la chaîne. Parce que tout le monde s'arrache ces produits-là, et les marques qui ont réussi à faire ça, elles peuvent les vendre avec de très grandes marges. Donc c'est uniquement un faux semblant
que là, on a des produits pas chers à disposition. Ça, vous voyez, c'est plus d'un tiers de toutes les ventes, c'est 36% de toute l'alimentation en France. 45% de ce qu'il y a en supermarché, mais si vous rajoutez les restaurants en plus, où il y en a aussi un peu, hein, au total, ça nous fait 36. Et ça, c'est le reste. Le reste de nos étals, ils sont plutôt en verre au bout de chaîne. Là, pour le coup, la grande distribution se refait, en fait. Et voilà comment vous comprenez peut-être, j'espère en tous les cas, la logique de ce qui se passe. C'est quand vous êtes Leclerc au Carrefour, comme vous perdez de l'argent tous les jours sur les best-sellers et les premiers prix, et la somme des deux, ça fait la moitié de vos ventes, il faut équilibrer. Et comment on équilibre? Tout le reste, on le vend cher. Cher, on ne s'en rend pas compte, mais parce qu'il y a des marges. Et tout le jeu, c'est de nous faire acheter un peu ces produits-là qui sont à côté. C'est ce qui fait que la grande distribution s'équilibre à peu près. Mais c'est ce qui fait aussi que la grande distribution, elle fait 10 fois moins de profit que le milieu de chaîne, qu'on regarde souvent moins de près, alors que c'est intéressant de le regarder de plus près, parce que lui, pour le coup, il arrive à vendre beaucoup de produits avec de la marge, tous les best-sellers, et puis les autres produits aussi, où en bonne partie, ils arrivent à vendre ça un peu cher. Ce qui se vend moins cher, c'est les marques distributeurs. Là, pour le coup, on a du Orange. Les marques Leclerc, marques Carrefour, leur milieu de chaîne, c'est pas très rentable. Par contre, pour le coup, c'est les supermarchés qui se font de l'argent dessus. Donc tout ça ensemble, 92% de toute notre alimentation, elle est là. Premier prix, best-seller, tout le reste. Et là, vous avez qui, quelque part, gagne de l'argent grâce à ça. Mais alors du coup, l'image d'Épinal qu'on nous vend, elle est où? La voici. Elle va être après. L'image d'Épinal qu'on nous vend, c'est les produits bio, on va en reparler. C'est des produits AOP de terroir, pas tous, une partie, des produits label rouge, des ventes à la ferme. Tout ça mis ensemble, c'est globalement 5% seulement de tous les achats. Là, pour le coup, on est vert partout. Quand les pouvoirs publics nous disent Egalim, il faut une loi pour que tout le monde puisse vivre de son travail, etc., voilà le modèle. C'est 5%. Et puis, il y a une autre partie du modèle qui est un peu un entre-deux, qui est un peu particulier. Ça, vous avez ici, qui fait 3%. Cette fois, c'est les produits sous marque, notamment Aldi, Lidl, mais aussi Carrefour et Leclerc, de terroir et bio. Ils sont là. Donc certes, ça, c'est positif côté agricole, positif, c'est lucratif en bout de chaîne. Au milieu, c'est juste que la transformation, c'est pour ça que c'est un peu moins cher pour le consommateur. C'est là où c'est tiré un peu à quatre épingles pour faire le moins de lucrativité possible, pour que ça puisse être accessible à tous. Et tout ça a des conséquences. Les premières chaînes qu'on a vues qui fait le gros en fait, de tout ce qu'on achète, ça veut dire des produits plutôt gras, sucrés, salés. Pourquoi? Parce que nos best-sellers qui sont là, Nutella, Camembert, je peux vous faire la liste, c'est que du gras, du sucre et du sel, parce que c'est ce qu'on aime. C'est ce que nos corps, ce à quoi nos corps sont trop habitués. Donc forcément, c'est là que sont les best-sellers. Et puis c'est forcément de la pression en milieu de chaîne pour avoir de la rentabilité. Puis ce sont les agriculteurs surtout, vous voyez, qui sont orange partout en fait. Donc certains arrivent à s'en tirer, mais il y a toute une grosse partie qui n'arrive pas à s'en tirer. Il faut être toujours plus grand, toujours plus de volume pour essayer de s'en sortir. Côté vert, par contre, on a des marges de manœuvre, on a des choses positives qui se passent, mais ça fait que 8%. Alors pour rendre ça un peu plus tangible, j'arrive du coup à la fin de l'exposé. Premièrement, ces fameuses conséquences sociales environnementales. Pour donner un peu du sens à tout ça, on utilise du coup une représentation que vous avez là, c'est une boussole de durabilité qu'on n'a pas inventé, c'est un concept assez ancien qui a été remis au goût du jour par des anglo-saxons qui ont appelé ça le donut. C'est ce gâteau américain là, qui est troué au milieu. Parce que du coup, ça associe, vous voyez en vert, un plafond écologique, celui des capitaux naturels qu'il nous faut à tout prix entretenir pour garder la planète vivable. Et au milieu, le plancher social de droits minimum qu'on n'arrive pas la plupart du temps à faire respecter, mais qui sont en fait nos conventions auxquelles on s'est accordé. Donc vous retrouvez en vert toutes les questions actuelles dont on débat tout le temps, ce moment du climat avec la COP, la biodiversité il n'y a pas très longtemps avec l'autre COP, la qualité de l'air, l'eau, les sols, les déchets, les ressources non renouvelables. Et puis en violet, vous avez tous les sujets de rémunération, de santé, de conditions de travail, de cohésion sociale, d'inégalité. Bon, cette boussole, alors on l'a laissée là en vert et en violet, en fait, elle n'est pas très rose, en fait, elle est plutôt rouge, parce que quand on regarde l'état actuel de notre système alimentaire, qui impacte, qui touche négativement l'ensemble de ces bulles que vous voyez là, qui sont toutes reliées, vous avez, vous le trouverez dans le rapport, plutôt des résultats mauvais. Et pire que ça, des résultats mauvais, on l'a vu sur le diabète, on l'a vu sur l'obésité par exemple, on pourrait parler des troubles musculo-squelettiques, plein de choses. Ça s'aggrave. Donc c'est pas un bon résultat et ça va pas dans la bonne direction. Ok, ceci étant posé, la question finale qu'on avait, c'est dans quelle mesure il y a un levier pour faire changer ces choses-là. Et le levier qu'on a voulu regarder, ce sont les dépenses publiques. C'est notre argent en tant que contribuable, celui que gèrent nos représentants élus. Comment on a été regarder ça? Le point de départ, c'est que tout ce que je vous expliquais avant,
Ça peut se schématiser comme ça. Toute la chaîne qu'on a vue depuis les pesticides, les agriculteurs, toute la transformation jusqu'à nous, consommateurs, consommatrices, on a des produits qui circulent, on a de l'argent qui est rétribué à chaque maillon. Très bien. Alors déjà, en haut, on a des propriétaires des entreprises. Donc c'est déjà aussi un élément de l'équation qu'il faut aller regarder, qui touche les bénéfices de ça. Et puis surtout, ce qui nous semblait manquer à cette jolie illustration, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est le dessous de l'iceberg. C'est ce qui permet à tout ça de fonctionner. Donc on a été regarder combien ça coûte aux contribuables, toutes ces conséquences négatives que je vous ai montrées sur la boussole de durabilité. Il y en a un peu partout, à tous les maillons. Santé, par exemple, consommateur, je les ai listés. Les questions environnementales côté agriculteur. En fait, c'est tout un système qui génère ça. La question, c'est combien ça nous coûte de manière sonnante et trébuchante. Ça nous coûte 19 milliards par an en 2021, certainement plus en 2023 et 2024 où on est aujourd'hui. Ça, c'est précautionneux. On a été regarder et décomposer, dépecer, je dirais, le budget de l'État ligne par ligne avec un partenaire qui s'appelle I4CE. Et on a été regarder toutes les lignes où on peut montrer que c'est une dépense qui n'existe que parce qu'on a un système alimentaire qui ne fonctionne pas bien. Et donc, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Exemple, la santé. Près de 12 milliards d'euros, un peu moins, 11,7, pour de la sécurité sociale qui sont engagés chaque année pour pouvoir traiter les maladies dont on peut démontrer, dont les bases de données montrent qu'elles viennent en partie de l'alimentation. Donc ce n'est pas toutes les dépenses de santé, c'est uniquement celles dont on peut faire le lien et à la quote-part de la responsabilité de la mauvaise alimentation, donc de l'alimentation qui nous est offerte. 12 milliards par an, c'est pas mal. On va s'arrêter là. Hein. On a les problèmes de pesticides et les maladies professionnelles au niveau des agriculteurs. Nous avons les troubles musculo-squelettiques, donc en fait toute la pénibilité du travail tout le long de la chaîne, dans la restauration pour ceux qui connaissent, dans toute la logistique, les personnels de caisse. On a des gens qui vivent avec des salaires très faibles, parfois à temps partiel subi. Ben, qu'est-ce qu'on a ? On redéclenche derrière de la prime d'activité, on redéclenche du RSA à tous les maillons de la chaîne parce qu'il faut soutenir et éviter que les gens tombent dans la pauvreté. On rajoute encore des milliards d'euros. Et en vert, vous avez toute la partie pour essayer de protéger ou d'encaisser le choc côté environnemental. Ça ne dit pas la taille des problèmes. Ça dit les choix que nous faisons à travers nos élus de comment on utilise notre argent public. Donc en majorité, on le met sur la santé. Ça n'étonnera personne, je pense. On le met un peu sur l'environnement, mais pas tant que ça. Et aussi sur la question des rémunérations. Mais ceci n'est qu'une partie de l'histoire. C'est celle qui est déjà connue. Donc ça, c'est toutes les dépenses réelles chaque année. Ce qui manque à l'équation, c'est qu'en plus, on rajoute là-dedans des soutiens. Ce n'est pas juste qu'on dépense de l'argent public pour prévenir pour régler les problèmes une fois qu'ils ont eu lieu. C'est qu'en amont, on finance tout un tas d'acteurs pour ces résultats qui sont mauvais. Et là, l'addition, elle est plus lourde, c'est 48 milliards. Alors ça, c'est une nouvelle, parce que c'est une info qu'on ne s'attendait pas à trouver cette échelle-là, avec I4CE. La partie dont tout le monde entend parler tout le temps sur l'agriculture, c'est le violet. Le violet, c'est ce qui nous vient de l'Union européenne, c'est la politique agricole commune, et ça va aux agriculteurs. Et on nous dit toujours, c'est les agriculteurs qui touchent le plus d'argent, ils sont subventionnés, etc. En fait, ça n'est que 1 euro sur 5. Tout le reste, c'est quoi ? C'est en orange sur le schéma. Et en orange, c'est de l'argent de l'État, en France, pas du tout l'Union européenne. C'est nous qui prenons les décisions. Enfin, nos élus, en tous les cas. Et nos élus, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les gouvernements successifs ? Ils ont dépensé toujours plus en exonération fiscale et sociale. Et tout ça, ça pèse lourd. Vous voyez que rien que ces deux exonérations-là, on en est à plus de 40% de tout l'argent public qui est mis. C'est plus de 20 milliards d'euros. On rajoute des dépenses du budget de l'État. Et en bas, ce qui est aussi quelque chose qu'on ne s'attendait pas à avoir à cette taille-là, c'est l'argent que nous payons via nos impôts locaux et qui sert à financer la restauration collective. Qu'on soit bien clair. Si vous avez, pour ceux qui sont dans la salle, des enfants, ils vont à l'école, vous payez pour le repas des enfants. Ou on paye si on a un restaurant quand on est par exemple fonctionnaire. Mais au-delà de ce qu'on paye, ce n'est pas le véritable coût du repas. Le repas, il coûte 2, 3, 4 fois plus cher. C'est cet argent-là qu'on a été comptabilisé ça. C'est celui qui n'est pas payé par l'usager, c'est celui qui est payé par le contribuable sans qu'on le voit vraiment. Et la grande nouvelle pour nous, c'est que c'est autant d'argent que la politique agricole commune, quand même. Donc ce n'est pas un levier anodin du tout dans l'équation économique. Donc on a 48 milliards, et c'est là que j'arrive à la conclusion. On a combien du coup ? On a 48 et 19. Alors vous me direz des milliards, ça parle à personne. J'essaye un petit ratio. 67 milliards d'euros ici, c'est 1 euro sur 15 de tout le budget État, sécurité sociale, collectivité locale mis ensemble. 1 sur 15 de ce que nos députés et nos sénateurs sont en train de discuter en ce moment, jusqu'à la fin décembre. C'est de ça dont on parle.
Donc, quelque part, la bonne nouvelle à laquelle on voulait arriver, c'est qu'il y a de l'argent. C'est absolument pas un problème qu'on n'a pas les moyens, au contraire, il y en a. Mais du coup, la question finale, quand on fait l'ensemble, c'est à qui va cet argent aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourra en faire d'autre? Eh bien, on y va. Toutes mes chaînes que je vous montrais, toute mon alimentation qui était en rouge en fait sur l'équation, 90%, elle est à gauche. Celle qui était en verte, elle est à droite. C'est plutôt à droite la partie bio, équitable, terroir, vente directe. Eh bien, à gauche, nous avons, on va faire le match, à gauche, nous avons 40 milliards d'euros de soutien public chaque année, d'argent qui est donné à tous les acteurs, agriculteurs, industriels, magasins, restaurateurs. On leur donne 40 milliards, et combien leurs actionnaires touchent, leurs propriétaires? 26. Une nouveauté pour nous, on ne s'y attendait pas non plus. Sans notre argent public, il n'y a pas de profit. Ce n'est pas des champions qui sont hyper bénéficiaires, hyper efficaces, et du coup qui peuvent se targuer d'être une belle réussite. C'est sous perfusion d'argent public. C'est juste que ça ne se voyait pas jusqu'à présent. Ça ne se voyait pas parce qu'on ne comptabilisait pas les exonérations. On ne se rendait pas compte des budgets qu'on débloque. Et ça, c'est hors les aides qu'on est en train de lancer pour le Covid, pour différentes catastrophes qu'on est en train de se récupérer, différentes tensions, etc., qui viennent se rajouter en plus. Donc on est même encore au-dessus. Donc peut-être qu'on est en droit d'exiger des choses, quitte à mettre cet argent-là sur la table. Surtout que ces acteurs-là, eux, ils dépensent chaque année 5 milliards d'euros en pub. Et je crois que Marie reviendra dessus, c'est 1000 fois plus que le budget, je crois, Marie, de sensibilisation, éducation à l'alimentation. 1000 fois plus. Et puis avec des dépenses qui ne sont pas juste à la télé et à la radio, vous le savez, c'est par Internet, c'est tous les jours, on est sous cette incantation à venir consommer plus et des produits qui se vendent le plus. Et de l'autre côté de l'équation, c'est là où ça offre une ouverture pour Sophia pour nous en parler. On a justement ces filières différenciées. Celle où depuis le producteur jusqu'au consommateur, c'est un produit différent, avec des façons de les produire qui sont différentes, des conditions spécifiques. Et ben eux, ils touchent que même pas 3 milliards. Et par contre, eux, en bénéfices nets, ils font 5 milliards. Donc ils font 2 fois plus de bénéfices que ce qu'on donne d'argent public. Souvent on dit ils sont sous perfusion, c'est eux qui sont aidés. Ben, premièrement, ils ne touchent pas grand-chose. Et deuxièmement, vu qu'ils ne touchent pas grand-chose, a priori, nous ce qu'on en tire comme conclusion, c'est qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils soient rentables. Sinon, ils mettent la clé sous la porte, eux. Donc ça change peut-être un peu l'histoire de qui est l'aidé du système. Et il y a beaucoup moins d'impact, bien évidemment, c'est ce qu'on met dans le rapport, à droite qu'à gauche. La discussion est ouverte à partir de là. Merci Christophe. C'est très complet. Donc vous voilà bombardé par beaucoup de chiffres. On aura le temps de revenir à tous ces chiffres. Ne vous inquiétez pas dans le débat. Je vais tout de suite donner la parole à Marie-Déric du Secours catholique. J'aurais dû introduire un tout petit peu le sujet, mais vous l'aurez compris. En fait, c'est qu'on cherche, ce qu'on a cherché dans l'économie politique et dans le beau rapport dont Marie parlera tout à l'heure et ce soir, c'est la réponse à la question de savoir pourquoi ce système est si bloqué. C'est le blocage qui nous intéresse. Et là, vous avez une forme d'explication. Dans la revue, vous en venez une autre, parce que on a interviewé Nicolas Legendre, le journaliste, l'auteur du Silence dans les champs, qui présente une autre vision plus disons, terre à terre, puisqu'il regarde les mêmes problèmes, les mêmes blocages structurels, mais du point de vue des agriculteurs, pourquoi ils sont si peu nombreux à s'engager dans la transition. Mais on retrouve en fait la même réalité dans les chiffres dont a parlé Christophe. Alors, Marie, la parole est à vous. Alors, soyez plus brève que Christophe, je vous en prie. Bien sûr, bien sûr. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Marie Dric, effectivement du Secours catholique, en charge des questions d'accès digne à l'alimentation. Donc le Secours catholique, c'est 60 000 bénévoles, avec cette particularité sur l'alimentation, vous l'aurez noté. On parle d'accès digne, justement, puisque depuis longtemps, on a pris la décision de faire des aides d'urgence par de l'aide financière, du fait de laisser l'opportunité aux personnes de choisir leur alimentation directement en magasin et non pas d'avoir un colis. Donc aujourd'hui, on a un ensemble d'actions qui va de l'épicerie sociale et solidaire jusqu'à ces aides financières, des jardins partagés et autres types de groupements d'achat. Ça permet simplement de poser le paysage à partir duquel on a fait cette étude
Secours catholique. Et donc moi, je suis surtout là pour dire quelle était notre intention derrière cette production. Je ne vais pas revenir sur les résultats, mais plutôt les messages qui nous intéressaient de passer à partir de ces résultats pour ouvrir aussi le débat derrière. Donc vous l'aurez vu, nous on l'a appelé l'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et la planète. On l'a sorti avec on est 4 associations, ça a été dit, Réseau Civam, Secours catholique, et Solidarité Paysan, la Fédération française des diabétiques. Et pourquoi ce rapport? Parce que justement, on voulait couvrir l'ensemble de ces thématiques qui sont plutôt traitées de manière séparée, voire opposée dans le débat public. Je parle de la santé, de l'enjeu de la durabilité écologique, de la durabilité aussi sociale des modèles, avec la précarité, y compris dans le milieu agricole, et puis enfin des enjeux de précarité alimentaire que l'on porte Secours catholique en particulier. Donc on voit qu'on est chacun dans sa courroie, dans son couloir, et de la même manière que les politiques publiques sont dans leur couloir sur ces différents sujets. Et pour sortir de ça et de cette opposition, on s'est dit, montrons en fait quel est ce vrai coût de l'alimentation, quel est ce coût supporté par la société pour l'alimentation, pour montrer qu'en fait on ne pourra pas du tout résoudre ces problématiques de façon aussi segmentée. Ça, c'était vraiment le premier objectif, sortir de l'opposition et sortir de la segmentation des politiques publiques. Deuxième intention qu'on avait, c'était justement donner du grain à moudre, donner de quoi débattre sur cette question qui était centrale pour nous et qu'on observait aussi dans les groupements d'achat dont je vous parlais et auprès des personnes que l'on accompagne, qui est, en fait, il y a quoi derrière le prix de mon alimentation ? Qu'est-ce que je paye quand je paye mon alimentation ? Qui est rémunéré ? Quels sont les impacts ? Etc. Donc c'est pour ça que dans le rapport, vous retrouvez toute cette première partie qu'a décrit Christophe de qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix, qu'est-ce qui revient en particulier aux producteurs et productrices pour pouvoir débattre et avoir les clés pour en débattre. Donc ça, c'était vraiment notre intention, donner du grain à moudre et le vulgariser. Donc on a aussi, j'y reviendrai, fait tout un kit de mobilisation à partir de ce rapport que vous pouvez trouver sur nos sites internet des différentes associations et qui sont utilisés aujourd'hui dans une quarantaine de débats localement par le biais de nos différentes associations qui ont des partenariats locaux pour mettre en débat ces enjeux. Et troisième intention qu'on avait, qui se voit dans la méthodologie qui a été utilisée par le BASIC, c'est l'identification de lignes de dépenses très claires pour que nous, on puisse identifier justement quelles sont les marges de manœuvre qu'on a financièrement pour réorienter ce système vers un accès à une alimentation de qualité durable pour toutes et tous. Et donc, quelles lignes financières il faut actionner pour faire ça. Donc, on l'a vu, les principaux messages, les principaux chiffres, c'est qu'il y a de l'argent, finalement, et le problème est que d'une main, la collectivité, et donc vous et moi, on répare, on compense, mais de l'autre, on est dans l'absurdité où on entretient ce système à l'origine des impacts. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en évidence, ce fameux 19 milliards et 48 milliards, pour montrer cette absurdité, mais pour aussi montrer qu'il y avait une bonne nouvelle, qu'en fait, on pouvait aussi peut-être faire différemment et que ça méritait débat. Et donc qu'il fallait collectivement justement en décider, puisque il y a un problème de boussole, et cette boussole, ça nous revient aussi en tant que citoyens, puisque c'est nous qui mettons la main à la poche, ça nous revient de décider quelle est cette nouvelle boussole aujourd'hui inadéquate et pourtant issue, mais qui avait une origine historique à l'époque légitime au sortir de la guerre, mais simplement qui est devenu, disons, d'une certaine manière obsolète. Donc ça, ce qui nous intéressait, c'était aussi ce constat que tu as partagé, Christophe. Il y a des choses très claires négatives, les financements de la PAC pour une certaine partie sur le revenu des agriculteurs et agricultrices, mais il y a aussi tout un pan qu'on oublie, qui est dans les mains de l'État français, typiquement ces exonérations sociales et fiscales, pour lesquelles il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de conditionnalité sociale et écologique derrière. Et donc, ce que l'on voulait pointer, c'était aussi ça. Quelle est aujourd'hui la boussole qu'on doit avoir pour cet argent public ? D'autant plus quand il nous mène dans le mur aujourd'hui. Ça, donc c'était les messages qu'on a voulu faire passer à partir de ces différentes dépenses. Et dernier grand constat, c'est le gros focus
sur ce milieu de chaîne qui pour nous était vraiment essentiel, puisqu'aujourd'hui les politiques publiques pour mieux rémunérer d'une part les producteurs, productrices, disons, et d'autre part sortir les personnes de la précarité alimentaire ou mieux répondre à leurs enjeux de santé à travers l'alimentation, eh bien, on est très dans la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, si vous faites un effort en magasin par rapport à ce que vous achetez, vous mangerez mieux et ça sera mieux pour votre santé. Et puis en même temps, vous pourrez rémunérer celui ou celle qui est derrière la production de ce que vous achetez. Or, nous, ce qu'on a constaté avec ce rapport, c'est que on a bien sûr fait dialoguer des groupes de personnes pour contribuer aussi à ce que ça voulait dire ces coûts cachés de l'alimentation. Et ils et elles ont bien témoigné que eh bien, quand on est en situation de précarité et qu'on entend ces différents messages, ces injonctions à mieux manger, mais aussi à faire un effort pour mieux rémunérer celui qui est en bout de chaîne, c'est des injonctions d'une part qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être perçues comme assez violentes parce qu'on n'a pas les moyens eh bien, de manger ce que l'on souhaite quand on est au RSA. C'est ce qui nous a été maintes fois renseigné, alors qu'on a très bien conscience des effets de cette alimentation sur sa santé. Et c'est violent parce qu'en fait, ça vous exclut d'une question citoyenne, d'un enjeu démocratique de qu'est-ce qu'on veut demain manger et comment moi je contribue à cet acte de solidarité auquel on m'appelle. Et donc les personnes ont dit mais moi, je veux bien en fait faire ce à quoi on m'appelle derrière cet acte d'achat, mais je ne peux pas. Et comme on me traite que comme un consommateur, je ne peux pas contribuer à cet enjeu de société. Et donc ça, c'était vraiment important pour nous de le signaler à partir de ce travail des groupes et donc de souligner voilà, le besoin de politique publique qui joue sur ce milieu de chaîne et qui joue sur ce qui oriente notre comportement. Donc tout ce qui est l'offre, on l'a mentionné, la publicité, on l'a mentionné, l'encadrement, non tu ne l'as pas mentionné mais je le mentionne du coup, tout ce qui est autour des prix, des marges, donc comment on encadre mieux les marges sur les produits sains et durables typiquement, comment et de la même façon on a une transparence sur les prix pour pouvoir ensuite jouer davantage sur la fiscalité, c'est-à-dire par exemple la TVA de vos produits et comment on joue sur cette TVA pour des enjeux d'accessibilité derrière. Ce sont des exemples de politiques publiques qu'on a portées en proposition à partir de ces différents résultats. Et je le disais, grande proposition aussi autour du pilotage. Le manque de pilotage, c'est l'appel à une loi cadre sur le droit à l'alimentation. On peut aussi en débattre puisque ça vise ce droit à une alimentation de qualité pour toutes et tous, donc l'accessibilité à cette alimentation durable pour tout le monde et une manière d'agir de manière multisectorielle, donc en touchant tous les acteurs, tous les bouts de la chaîne pour y parvenir. Et je le disais aussi, cette loi cadre, il faut la mettre en débat et on s'est appliqué ce qu'on essaie de demander aux politiques puisqu'on a proposé l'ensemble de ces débats localement. Et si vous voulez y contribuer et vous en saisir, je vous invite à regarder donc, sur notre site ce kit de mobilisation et il n'y a aucun problème si vous voulez vous l'approprier ou nous faire des retours d'ailleurs sur son meilleur usage. On en est à 40 événements et on espère monter ce chiffre-là pour le coût et non pas celui du coût négatif de notre alimentation. Voilà, merci beaucoup. Je passe peut-être la parole et je vous laisse la passer directement. Merci beaucoup Marie. J'espère que vous allez tous aller bien sûr sur le site du Secours catholique pour regarder un petit peu ça de plus près. Et je vais maintenant laisser la parole à Sophia Magnoni pour nous présenter un peu plus en détail le cas de la filière de l'agriculture biologique qui, on l'a vu, est assez particulière. Merci. Donc peut-être juste quelques mots rapides sur l'organisation pour laquelle je travaille, donc la Fédération nationale d'agriculture biologique. On est une organisation professionnelle agricole, ce qui veut dire qu'on a une gouvernance agricole. 10 000 fermes adhérentes, on est un réseau de 90 associations structurées en échelons locaux, régionaux et nationaux, avec une tête de réseau national. Et donc notre travail, il est pluriel, mais il est beaucoup d'accompagner les agriculteurs et agricultrices sur le terrain,
ou bien dans leurs pratiques techniques agricoles, ou bien dans leur conversion agricole. On faisait beaucoup d'animations à la conversion vers l'agriculture biologique, mais on accompagne aussi des collectivités qui ont envie de déployer des plans bio à leur échelle, et on accompagne la structuration des filières qui sont chères aux basiques et qui sont nécessaires quand on veut commercialiser des produits. Quelques mots aussi sur le label agriculture biologique. Puisqu'on fait partie de ces fameuses filières différenciées, le label agriculture biologique, c'est le premier signe officiel de qualité en Europe. C'est le seul qui a une réglementation européenne publique. C'est-à-dire qu'on est encadré par des règles de production qui ont été définies par l'Union européenne, qui sont donc les mêmes pour tous les pays de l'Union européenne, contrairement à ce que dit Ségolène Royal sur les plateaux télé. Une tomate bio espagnole est cultivée à peu près dans les mêmes conditions de production qu'une tomate bio française. Et c'est très important, ça nous permet d'avoir un marché intérieur européen, sans distorsion de concurrence. Donc c'est important, et on est aussi les premiers en surface. On est le seul label de qualité pour lequel la Commission européenne a fixé un objectif de 25% des surfaces agricoles. À horizon 2030, on n'y sera pas, il ne faut pas se leurrer, mais c'est quand même assez ambitieux. C'est un quart des surfaces agricoles européennes qui pourraient être en agriculture biologique à terme. C'était la vision de la Commission européenne il y a 5 ans. L'Europe a changé, vous l'avez vu, donc cette ambition, elle va aussi certainement changer. La France était plutôt un pays bien placé dans cette compétition européenne. On a 10% de surface. Et 60 000 fermes en agriculture biologique. Donc c'est quand même 14% des fermes qui sont aujourd'hui en agriculture biologique en France. Néanmoins, on était bien lancé et on a pris un petit coup d'arrêt. Je ne saurais pas dire s'il est philosophique, politique, commercial, parce que c'est sûrement une conjonction de facteurs qui nous a arrêtés dans notre élan. Ce qui est sûr, c'est que cet arrêt, il coïncide avec un changement politique. On a changé de majorité présidentielle il y a 7 ans. Et la nouvelle majorité présidentielle à l'époque a assumé un discours politique visant à dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent, du coup, il faut que tu prennes rendez-vous avec eux, pour rémunérer l'agriculture biologique au niveau où elle était rémunérée sous la majorité d'avant. Ce qui a quand même envoyé un signal assez fort. Alors pour être très concrète, le choix de la majorité macroniste à l'époque, c'était de dire oui, on veut soutenir la transition. Un agriculteur qui change ses pratiques, lui, on va le soutenir. Mais une fois que vous avez changé vos pratiques, on arrête de vous soutenir. Sauf que quand vous vous convertissez à un autre système agricole, vous faites aussi le choix de vous priver des béquilles chimiques qu'utilise aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire les engrais azotés et les pesticides de synthèse. Et donc forcément, vous avez un niveau de rendement qui est un peu inférieur. Nous, on considère que ce niveau de rendement, il permet de nourrir la France, l'Europe, le monde. Mais en revanche, il génère quand même une différence de résultats économiques sur les fermes. Et donc, si vous soutenez la transition pendant 5 ans, puis qu'après vous arrêtez de soutenir, et donc que les fermes reviennent à un équilibre économique qui est moins intéressant en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle, assez logiquement, les gens vont se poser la question de repartir en agriculture conventionnelle. Et donc, quand ils ont fait ce pari à l'époque de dire on soutient la conversion, mais on ne rémunère plus les agriculteurs pour leurs pratiques vertueuses, on leur a dit il n'y aura pas de conversion. Si vous ne soutenez pas la transition dans la durée, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, vous n'aurez pas de conversion. Sachant qu'il faut savoir que la France est coupée en deux en matière de dynamique en agriculture biologique. Le Sud est déjà extrêmement performant. Vous avez des départements à 20-30% d'agriculture biologique. La région PACA, l'Occitanie sont déjà allés très loin. Et à l'inverse, quand vous montez, que vous allez dans les grandes plaines céréalières, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, en Centre-Val de Loire, en Grand Est, là, ça n'avance pas. Or, les surfaces, c'est important pour la protection des écosystèmes, c'est important pour la protection de l'eau, c'est important pour la protection de la biodiversité. Donc, ce qu'a fait le gouvernement français à l'époque, c'est de dire notre priorité, c'est de convertir les grandes surfaces céréalières du nord de la deuxième moitié, à la moitié nord de la France. Donc, c'est à eux qu'on va donner l'incitation à la transition la plus forte. On a eu beau leur montrer les bilans économiques qui montrent qu'après 5 ans, on retombait à un chiffre d'affaires, à un EBE, du coup, à un résultat économique inférieur et que ce n'était pas intéressant.
et que quand on convertissait sa ferme, on se projetait sur un modèle économique à 10 ans et pas sur un modèle économique à 5 ans, ils n'ont rien voulu entendre. Moralité, on s'est fixé des objectifs ambitieux, mais qui à l'époque n'étaient pas ambitieux parce qu'on était sur la même dynamique de conversion que celle des années 2018, 2019, 2020. Sauf que la dynamique de conversion, elle s'est écroulée, que l'objectif ambitieux, évidemment, il ne sera pas atteint. Et on a divisé par 2 la dynamique de conversion, avec en plus, du coup, de la conversion opportuniste, parce que vous avez beaucoup d'argent qui a été mis sur cette conversion. Donc, des gens qui ont du mal à équilibrer les modèles économiques de leur ferme par ailleurs, ils se disent, c'est une enveloppe à aller chercher, elle n'est pas utilisée, elle est là, elle est disponible. Donc, on a des phénomènes de conversion opportuniste. On a eu, cette année, on a découvert que la coriandre bio avait explosé en Occitanie, et notamment dans le Gers. Il s'est passé un truc dans le département du Gers qu'on n'a pas compris. Tout le Gers s'est mis à faire de la coriandre bio, mais sans récolter cette coriandre, en la laissant au sol. En plus, ça se ressème tout seul, donc c'est super. Ça ne nécessite aucune intervention. Donc ça n'a aucun intérêt pour la structuration des filières bio. Ce sont des fermes qui ne convertissent pas leurs pratiques parce qu'elles ne passent qu'un morceau de leur surface en coriandre, et puis qui vident les enveloppes destinées à financer la conversion vers l'agriculture biologique. Donc on est un peu dans une situation ubuesque où on avait beaucoup d'argent. Alors regarde vos chiffres, on n'avait pas beaucoup d'argent du coup, mais on avait des enveloppes mises sur la transition, pas d'enveloppe mise sur la rémunération des pratiques, une enveloppe transition qui n'est pas dépensée et qu'on n'arrive pas à récupérer pour financer le maintien des pratiques, et puis qui va du coup être récupérée par d'autres, par de la conversion opportuniste. Donc c'est vraiment l'échec d'une philosophie politique, pour moi c'est de l'idéologie politique, de se dire, alors est-ce que c'était de la vraie idéologie, ou est-ce que c'était juste de la gestion financière, c'est-à-dire qu'à un moment, plus les agriculteurs bio sont nombreux, plus c'est compliqué de les rémunérer sur une enveloppe constante pour leurs pratiques, parce que ça revient à faire ce dont Marie parlait, c'est de la conditionnalité. Vous conditionnez les subventions publiques à un certain type de production agricole. Et ça, dans le monde agricole, c'est très mal perçu. Donc, plus les agriculteurs bio devenaient nombreux, plus c'était compliqué de continuer à les soutenir pour leurs pratiques. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où on perd des surfaces en agriculture biologique. On gagne encore des fermes, mais on est plutôt sur des petites surfaces. Et donc, le grand projet de la France de convertir les zones de grande culture des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, du Grand Est n'est pas advenu. Donc, je suis désolée pour ceux qui habitent dans ces régions. Il n'y aura pas d'agriculture biologique. Voilà. Maintenant, le risque, c'est l'effet boule de neige. Parce que quand une filière la crise amène la crise. Une filière est en crise, donc vous avez un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs qui arrêtent. Donc, si je vous prends l'exemple d'une coopérative agricole qui arrête sa production bio parce qu'elle a perdu 10 ou 20 fermes qui se sont déconverties, du coup, elle arrête sa production bio, et les 20 fermes qui restaient, elle leur fait perdre un débouché. Et donc, ces 20 fermes qui, à leur tour, ne vont plus avoir de marché, vont potentiellement arrêter leur production bio, qui fournissaient peut-être d'autres coopératives, et donc elles mettent à risque d'autres coopératives. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de filière. C'est une chaîne. Tous les maillons sont imbriqués les uns dans les autres. Et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on perd des surfaces, on perd des producteurs. Dans la filière laitière, on a perdu 7% des producteurs en lait bio, et que c'est le début de l'engrenage. Donc, où est-ce que ça s'arrête ? Ça, je ne sais pas, il faut demander à l'État français. Voilà. Après, pour ne pas être complètement mesquine, on a quand même eu des interventions de l'État en mode crise. Ces 2 dernières années, il y a quand même 200 millions d'euros qui ont été dépensés pour soutenir la filière bio française. Et alors, on se rend vraiment compte que les mécanismes d'intervention sont stupides, en fait, aussi stupides que ce que tu as montré là. C'est-à-dire que l'État français met 200 millions d'euros sur 2 ans, ce qui est beaucoup par rapport à ce que touchent les filières bio, enfin l'amont agricole bio. Et en fait, ça bénéficie à moins de 10% des fermes bio françaises. Pourtant, on a eu beau se creuser la tête pour chercher un système qui permettait au plus grand nombre d'accéder. En fait, on n'a pas réussi. Et donc, on arrive avec 200 millions qui vont bénéficier à moins de 10 000 fermes sur les 60 000 fermes bio françaises. Donc, ça ne touche pas son objectif. Donc, c'est qu'on s'est trompé d'outils financiers pour aider les filières. Et donc, nous, aujourd'hui, on réfléchit à... Alors, idéalement, on aimerait changer la logique et la philosophie. Et on aimerait passer à un système de rémunération environnementale, c'est-à-dire qu'on rémunère. Oui, la transition, bien sûr, il faut l'accompagner, il faut l'aider, mais c'est une rémunération qui devrait aller dans la durée, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, et qui, une fois la transition terminée, passe à une rémunération des pratiques.
on rémunère l'agriculteur bio parce qu'il va nous éviter les coûts sanitaires, les coûts de dépollution de l'eau. Et donc, on le rémunère parce qu'il nous fait économiser de l'argent, tout simplement, qu'on lui rend, en fait. C'est un échange de bons procédés. Donc, ça, c'est ce qu'on défend. On n'y est pas encore. Ça supposerait un changement de philosophie politique dans les gens qui nous gouvernent. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une enveloppe disponible qui ne va pas être dépensée pour la transition en bio parce que les gens ne vont pas y aller, parce que là, le terrain est un petit peu échaudé. Le temps que ça reparte, il va falloir un petit peu de temps. Et donc, on demande à récupérer cette enveloppe pour financer les 60 000 fermes bio françaises qui ne sont pas encore retournées en arrière, qui n'ont pas encore arrêté leur activité agricole, et leur montrer qu'on croit dans leur modèle et qu'on a envie de les aider à passer la crise et à rester en agriculture biologique dans la durée. Voilà. Et on s'est dit que le meilleur outil, ce n'était pas en effet des outils qui étaient sur la politique agricole commune, parce que c'est des outils extrêmement politiques, avec des discussions très difficiles. C'est toujours à qui on prend l'argent. Et donc le meilleur outil, en fait, il est sur le budget de l'État. C'est tout simplement un crédit d'impôt qui existe déjà pour l'agriculture biologique, qu'on pourrait pérenniser, qui coûte beaucoup moins cher finalement qu'un plan d'urgence, qui touche beaucoup plus de fermes, parce qu'aujourd'hui c'est la moitié des fermes bio françaises qui touchent ce crédit d'impôt. Donc on a travaillé avec les sénateurs de droite pour réfléchir à une augmentation et une prolongation de ce crédit d'impôt jusqu'à la fin de la PAC, parce qu'on considère que les outils sont quand même imbriqués les uns aux autres, qui fonctionnent ensemble, et donc il faut caler ces outils aussi sur la dynamique européenne de la politique agricole commune. C'est la demande qu'on porte aujourd'hui, en sachant pertinemment qu'elle n'est pas durable, parce qu'une fois qu'on négociera la prochaine politique agricole commune, à la baisse, parce qu'on va perdre de l'argent européen, parce que le budget de la défense va augmenter, parce que si l'Ukraine rentre dans l'Europe, voilà, c'est un gros pays agricole, donc ils vont prendre de l'argent. Donc la France, et notamment les céréaliers français, ne vont faire que perdre de l'argent. Et donc nous, à chaque fois qu'on négocie, en fait, on négocie avec les céréaliers français. À chaque fois qu'on veut 1 euro, on leur en prend 50 centimes. Et ils sont quand même très puissants, les céréaliers français. Vous avez vu les petits paquebots de blé, hein. Là, on produit plus de 2 fois plus de blé que ce qu'on consomme. Donc, principale production à l'export avec les spiritueux. Donc, nous, c'est nos principaux opposants dans la négociation. Donc, on sait que ce n'est pas durable. Mais pour les 4 prochaines années, on se dit qu'on n'a pas trop le choix. Et donc, on réfléchit à des outils en dehors du budget de la politique agricole commune. Merci beaucoup, Sophia, pour cette intervention. Je vais laisser la parole donc à Mathieu Calam pour nous faire un petit bilan sur ce système verrouillé et défaillant que nous finançons. Bon, je vais me permettre de vous faire quelques remarques un petit peu sous forme pointilliste. Beaucoup a été dit. J'invite tout le monde d'ailleurs, ceux qui veulent creuser, à lire tout le rapport, qui est certes très gros, mais très bien documenté, très bien écrit, avec des très bonnes illustrations. Voilà, après cette petite page de publicité, je voudrais faire ressortir quelques points essentiels. Le premier, c'est qu'aucun État constitué n'a pu se passer de politique alimentaire et frumentaire. En fait, ça, c'est une réalité brutale. En général, les États qui ont laissé se décomposer leur politique alimentaire se sont effondrés. L'effondrement régulier de l'Empire chinois en témoigne, ou des choses comme ça. Et c'est intéressant de voir ça sous cet angle, parce que la politique agricole n'a peut-être été qu'un élément d'une politique alimentaire dont on voit qu'elle dysfonctionne, mais finalement, à chaque fois qu'on parle du débat public, on parle des agriculteurs, de la politique agricole, alors qu'effectivement, le sujet essentiel, c'est de comprendre le système alimentaire et quelle politique alimentaire nous aurons demain, avec des incertitudes d'ailleurs, parce que n'oublions pas que l'Europe a bénéficié au 19e siècle et au 20e siècle d'une domination politique absolue qui fait qu'elle a été un drain de biomasse. Peut-être que le 21e siècle sera différent, après tout, ce que nous avons fait à d'autres pays. D'autres pays peuvent nous le faire. Voilà. Ça, c'est un premier point à garder en tête. Le deuxième point, c'est que Christophe a évoqué des verrouillages, il a parlé de système. En fait, un système est fait pour être verrouillé. Il ne tient que parce qu'il a des verrouillages. Hein. Ce qu'a bien décrit aussi, excuse-moi, ton prénom, Sophia, en disant que les choses se tiennent. Hein. Vous perdez une moitié d'agriculteurs, votre coopérative change. Enfin, donc oui, effectivement, le propre d'un système, c'est que les engrenages se tiennent les uns les autres. C'est évident. J'introduirai par contre une notion peut-être un peu différente
différente de celle de système et qui va introduire en fait une dimension politique, qui est le terme qui a été utilisé par le général président Eisenhower quand il est parti de son mandat, qui est le terme de complexe. Il parlait du complexe militaro-industriel. La réalité, c'est que les sociétés industrielles fonctionnent sous forme de complexes qui associent le public et le privé. C'est vrai, nous avons un complexe énergétique. L'Allemagne a un complexe automobile qui lui pose problème en ce moment. La Suisse, dont je viens, a un complexe bancaire dont on ne sait pas très bien si c'est le complexe de la Suisse ou si la Suisse est le support d'un complexe bancaire international. C'est plutôt la deuxième chose, voilà, etc. Et en fait, qui maîtrise le complexe? Est-ce que les intérêts du complexe vont toujours dans le sens de l'intérêt national? Pas toujours. Il y a des moments où les intérêts sont convergents et des moments où les intérêts sont divergents. Et la question peut se poser aujourd'hui de savoir si le complexe agro-industriel français a des intérêts convergents avec les intérêts de la société française. Et on peut élargir ça au niveau européen. En tout cas, quand on demande à des agriculteurs quelle est leur vision d'avenir, c'est de vendre du lait et du porc aux Chinois. Donc on comprend déjà que leur état d'esprit s'est orienté, et on les a orientés des fois avec cette politique d'export à se rentrer dans l'orbite de l'économie asiatique. Voilà. Le rapport montre bien aussi une chose, c'est que l'industrialisation de l'agriculture, dont on parle beaucoup, s'inscrit juste dans un processus général d'industrialisation. On voit bien d'ailleurs que c'est la vente, la commercialisation qui s'est industrialisée la première. Il y a d'ailleurs eu le mouvement de Poujade et des petits commerçants qui s'opposaient aux supermarchés. Et au fond, il n'arrive à l'agriculture que ce qui arrive à tout le reste de la filière. Voilà. Donc l'industrialisation du monde, c'est notre destin commun. Mais c'est vrai qu'il y avait une particularité à l'agriculture, et quand on lit Adam Smith, c'est très clair, c'est qu'il croyait que l'industrialisation ne serait pas possible. Et en fait, elle est tout à fait possible. Je reviens d'une discussion avec Acter, un acteur qui travaille sur le foncier. Et voilà, et tu as évoqué l'Ukraine. Effectivement, la plus grosse entreprise agricole en Ukraine fait 600 000 hectares, c'est-à-dire la moitié de l'Île-de-France, et en fait toute la partie agricole de l'Île-de-France, voilà, et elle peut grossir encore, je vous rassure, et donc il n'y a pas de limite à cette croissance. Donc c'est ça la puissance de ce complexe agroalimentaire, et ils produiront effectivement pas seulement du blé et du tournesol, mais ils le transformeront en œufs, en poulets, etc., etc. Et ce qui pose un certain problème pour l'intégration de l'Ukraine. Nos amis céréaliers trouvent que vous les gênez beaucoup, mais ils risquent de trouver beaucoup plus gros qu'eux, auxquels parler, et finalement trouver que les agriculteurs bio finalement leur prenaient pas tellement d'argent. Alors quand même, il faut parler un petit peu d'alternatives et des facteurs qui vont obliger à bouger, parce qu'il faut quand même dire une première chose, c'est que dans les objectifs qui se donnaient, ce système a été très efficace, et il le reste encore d'ailleurs par certains aspects, parce que j'attire votre attention que compte tenu de l'urbanisation, voire de la métropolisation, arriver à nourrir tout le monde tous les jours, en termes logistiques, ça reste quand même un tour de force assez impressionnant. Voilà. Et d'ailleurs, la rupture de chaîne logistique, ça pose problème. Donc, il faut bien reconnaître que malheureusement, il a sa performance, ce système-là. Et donc, il va falloir remplacer par un autre système. On ne va pas juste pouvoir dire il n'est pas bon, on va s'en débarrasser. Oui, mais so what? Et d'ailleurs, la question de la concentration des populations dans certains territoires est une partie importante de l'équation dont on ne sait pas très bien si elle rentrera dans le futur système, puisque nous avons des petits problèmes climatiques, comme nous l'avons vu à Valence, et qui risquent de s'aggraver très rapidement. Alors, de ce point de vue-là, je cite Valence. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément, si vous voulez, la modernisation de l'agriculture, en fait, ça a été que l'agriculture et l'alimentation étaient télescopées par un certain nombre d'événements externes qui sont venus du monde beaucoup plus de la manufacture, l'invention du process industriel de production, de la recherche en chimie qui a permis de faire des azotes puis des pesticides. Donc en fait, c'est pas une sorte de... Le système alimentaire n'a pas évolué de manière endogène. C'est des chocs exogènes qui l'ont fait bouger, et notamment les 2 guerres mondiales ont joué un rôle essentiel là-dessus. C'est vrai d'ailleurs pour énormément de secteurs d'activité.
éviter. Mais on va avoir d'autres chocs exogènes, et notamment la question climatique et eau. Alors, par exemple, les Allemands sont en train de... Pour ceux d'entre vous qui font de l'urbanisme, vous avez peut-être entendu parler de la notion de ville-éponge. Les Allemands sont en train de parler de Schwammlandschaft, qui veut dire le paysage éponge, parce que quand on voit ce qui s'est passé à Valencia, effectivement, on s'aperçoit que quand on a un événement comme ça, il faut avoir un aménagement du territoire qui absorbe toute l'eau. Et ça impacte évidemment directement l'agriculture et la foresterie. Alors, ce n'est pas totalement nouveau, puisque le reboisement du Mont Aigual, en fait, c'est une opération pour éviter les inondations récurrentes. Et donc, au XIXe siècle, on a reboisé 60 000 hectares. Maintenant, effectivement, il y a bois et bois. Je pense qu'on ne mangerait pas très volontiers forcément du hêtre, etc. Donc, il y a quand même une équation alimentaire qui va se poser. Ça veut dire que la question territoriale va être déterminante, et je voudrais en terminer là-dessus. Finalement, c'est que pour avoir un système, vous devez avoir des acteurs structurants. Et on a vu ces acteurs structurants. Quels seraient les acteurs structurants d'un système alternatif? Eh bien, probablement les collectivités locales, les territoires. D'ailleurs, le BASIC le sait bien, puisqu'il travaille de temps en temps pour accompagner des territoires. Et peut-être que dans le nouveau système, c'est l'hypothèse que faisait un chercheur et penseur, Henri Rouillet d'Orfeuille, dans un petit essai qu'il faisait. Il disait, au fond, qu'est-ce que le monde industriel? C'est qu'on va subordonner les enjeux territoriaux aux enjeux de filière. Et qu'est-ce que sera une société écologique? C'est une société dans laquelle les enjeux de filière seront subordonnés aux enjeux de territoire. Et donc, vous avez une inversion du type d'acteurs structurants. Alors, est-ce qu'ils seront forcément gentils? Est-ce que les grandes villes seront plus gentilles vis-à-vis des territoires ruraux que... voilà, il y aura quand même des rapports de force. Hein, ce sera pas, les rapports de force sont inhérents aux sociétés humaines, mais il faut y penser. Et un dernier point, une dernière proposition que je ferai, puisqu'on veut aller vers des politiques de santé aussi, des politiques de territoire, c'est de réfléchir aussi à la question de l'impôt foncier. Parce que ce dont vous n'avez pas parlé, c'est que les exonérations, elles ont... Et en fait, si les ressources, si ce qu'il y a de plus rare finalement, c'est ces terres, finalement, l'impôt foncier, c'est quoi? C'est une forme de location que les particuliers qui ont des terres payent à la collectivité. Et un bon impôt foncier serait probablement un moyen de résoudre la question de la taille et de l'efficacité, puisque quand on doit payer un impôt foncier important, on va réfléchir avant d'accumuler 600 000 hectares. Voilà. Mais le problème, c'est que le monde agricole, même les petits, personne n'aime l'impôt et ils ne pensent pas que l'impôt foncier leur serait favorable. Et pourtant, c'est le meilleur moyen d'éviter la concentration des terres. Merci beaucoup Mathieu pour ce dernier point. Et maintenant, dans les à peu près 30 minutes qui doivent nous rester, 30-35 disons, j'invite le public à poser toutes vos questions suite à toutes ces interventions qu'on a eues. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Je me présente, je m'appelle Lou Collin, je suis en master d'économie spécialisée dans la transition écologique et surtout je commence à travailler sur la sécurité sociale de l'alimentation avec la mairie de Bordeaux. Et j'avais entendu un peu sur des choses sur votre rapport et je compte me baser dessus parce que moi, mon travail, c'est de faire un rapport économique sur la sécurité sociale de l'alimentation et voir si on peut le nationaliser et faire un plaidoyer politique. Et je voulais savoir si c'était justement en tant qu'alternative une solution que vous envisagez et est-ce que vous pouvez le voir sur une échelle nationale parce que je sais que un peu comme ce qui s'est passé avec la sécurité sociale et les mutuelles après 46, souvent ces projets locaux, quand ils sont à une échelle nationale, ils sont récupérés par certains pouvoirs et ils perdent de leur valeur démocratique. Et je voulais un peu avoir votre opinion là-dessus. On va prendre peut-être 2-3 questions et avant de donner la parole aux intervenants, si ça vous va. Bonjour, merci pour toutes les interventions. J'ai une question, vous n'avez pas trop précisé, est-ce que c'était le gros morceau, là, les exonérations fiscales et sociales voilà. En quoi ça consiste et si on peut les récupérer, comment ça se passe voilà, merci. J'avais une question complémentaire pour Christophe Alliot sur cet argent public en fait, qui va dans ce système alimentaire. Il y a quand même de l'argent public qui permet en fait, de maintenir ce plancher social, tant bien que mal.
Donc, j'ai un peu de mal avec la formulation de dire on est en train de dépenser tous ces milliards à rien, parce qu'en fait, il y a quand même des gens derrière qui en bénéficient. Enfin, c'est pas... Voilà, je vous vois hocher la tête, donc voilà. Qui veut commencer à parler peut-être sur le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation ? Oui, je peux reprendre. Alors sur la SSA, dans le rapport, c'est vrai, on a fait des recommandations assez larges, nationales et locales, parce que comme je vous le disais aussi, on voulait absolument que soient effectivement mis en débat des recommandations locales et localement par les différents groupes de nos associations. Et dedans, vous trouverez donc le soutien aux caisses alimentaires locales, puisque nous sommes des réseaux très impliqués dans ces différentes expérimentations, au moins une douzaine pour le Secours catholique et bien plus, je pense, pour le réseau CIVAM notamment. À ce jour, mais c'est une position au Secours catholique, on veut suivre plutôt les expérimentations justement pour voir ce qu'elles donnent, puisqu'il y a un réseau des expérimentations de SSA qui sont coordonnées pour partager leurs initiatives, les avancées, ce que ça produit, et in fine voir si nationalement ce serait intéressant. Et donc on se positionne plutôt sur ce pan-là, sachant qu'on est convaincu de l'impact démocratique, c'est-à-dire la participation des personnes et la capacité de réappropriation de cette question collective à travers la SSA, en donnant les moyens financiers à travers donc plus d'argent simplement pour se nourrir avec cette carte. C'est 150 € en moyenne pour chaque membre de la caisse, disons. Reste aujourd'hui à regarder, me semble-t-il, les impacts en termes de filière. Donc d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir ce que la FNAB et d'autres pensent sur la capacité organisation de filière de ces initiatives. Et d'ailleurs, il y aura des résultats. Je vous invite à aller à Montpellier le 4 décembre, puisqu'il y aura les résultats de cette longue expérimentation de la Caisse de Montpellier, qui est l'une des plus suivies en termes scientifiques et des mieux accompagnées en termes de participation des personnes, y compris des personnes concernées par la précarité, avec une quinzaine d'animateurs, animatrices d'éducation populaire pour animer le comité citoyen. Donc vraiment, je vous invite, à mon avis, les résultats vont être très intéressants là-dessus. Et je finis juste sur peut-être le débat terminologique on était tout à fait d'accord entre partenaires là aussi, comité scientifique et puis le basique, pour dire il ne faut pas parler du fait que ça nous coûte trop cher, la protection sociale, puisque c'est des filets de protection qui sont essentiels. D'une part, on a fait le choix d'en enlever pour les mettre dans les soutiens. C'est typiquement l'aide alimentaire n'est pas comptabilisée dans les dimensions conditions sociales. Et par ailleurs, c'est pour ça qu'on a mentionné que ces coûts ne seraient pas tous à éviter. Certains peuvent l'être, d'autres mériteraient d'être augmentés, au contraire. Mais voilà, vous connaissez aussi les soucis communicationnels. Parfois, il faut raccourcir et simplifier. Mais on était tout à fait d'accord sur ce débat-là. Du coup, je peux prolonger. Les coûts sociétaux, ce n'est pas des externalités négatives. Ce n'est pas un mal d'avoir un coût mutualisé. Je pense qu'on est assez content d'avoir quand même un système de sécurité sociale en France plutôt qu'un système d'assurance privée comme aux États-Unis. Et c'est même démontré par les économistes que c'est beaucoup plus performant par rapport aux résultats qu'on peut obtenir. Donc il faut dissocier les 48 milliards de soutien des 19 milliards d'impact. Ce qui pose problème, c'est les 19 milliards d'impact. Parce que les 19 milliards, ça nous dit quelque chose que les 48 qu'on met, ce n'est pas pour un super résultat, parce qu'on a quand même encore 19 qu'on doit récupérer derrière, parce que les choses ne sont pas positives. Donc ça doit interroger sur s'il doit y avoir un objectif, il y a peut-être une partie des 19 qui devrait baisser, faire plus de prévention, changer l'offre alimentaire, c'est aussi diminuer les coûts de santé. La question des plans éco-phyto et de la régulation des pesticides, c'est quand même pas anodin pour limiter beaucoup d'impacts qu'on a sur la santé des agriculteurs en premier lieu, des consommateurs, de la biodiversité, etc. Après, il y a la question des soutiens. Et dans les 48, exactement comme l'a dit Marie, on pense quand même qu'il est légitime de se poser la question de cet argent pour quel résultat. Et du coup, est-ce qu'il va aux bons acteurs? Et c'est quoi les conditionnalités? Là, je vais faire le lien avec les exonérations. Les exonérations, la problématique qu'on a, premier paquet d'exonérations, c'est les exonérations de cotisations sociales. Donc c'est ce qui fait qu'on va toucher plus en salaire net, parce qu'on va moins payer en tant que salarié, mais surtout l'employeur ne va pas payer toutes les cotisations. C'est à cause de ce dispositif-là, d'exonération, qu'on a la pression sur nos retraites, par exemple. Parce que comme il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas assez d'argent pour assumer, et les retraites et un certain nombre d'autres choses, donc on est obligé d'aller tailler
dans les services qu'on va rendre avec ça. Donc les exonérations, ça a déjà un impact très fort. Plus on en fait, moins on a d'argent pour entretenir les systèmes de santé, de vieillesse, d'assurance, de prévoyance, etc. Donc c'est déjà un problème en soi. Le deuxième effet du coup derrière ces exonérations, le deuxième problème, c'est qu'elles ne sont pas propres à l'agriculture. Toutes les exonérations sociales qu'on a mesurées tout le long de la chaîne, elles sont pour tout le monde. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on les a vues comme une espèce de filet de sécurité pour essayer de maintenir l'emploi. Sauf que c'est un système de sécurité, de filet de sécurité d'emploi qui est totalement aveugle. On n'a mis aucune spécificité sur ces exonérations par rapport à des objectifs de il faut créer de l'emploi ou en maintenir en France. On donne des exonérations à des restaurateurs. Expliquez-moi quel restaurateur, hormis les grandes chaînes, va aller délocaliser son activité en Allemagne, en Espagne, au Maroc, ou je ne sais où. Il ne va pas y aller. L'agroalimentaire, c'est une question. Mais quel agroalimentaire? Est-ce que c'est l'agroalimentaire qu'on veut, en fait? Vous voyez, c'est que globalement, il faut qu'on rentre dans des dispositifs sectoriels qui soient un minimum orientés. Franchement, on a un État qui dépense notre argent de manière totalement inconsidérée. Et l'ordre de grandeur, il nous paraît fondamental aujourd'hui, c'est que du coup, ça nous amène, comme je vous disais, à plus d'argent public qui ne font de bénéfices. Donc ça y est, ils sont sous perfusion. À force d'exonération, parce qu'on nous disait qu'on a des concurrents moins chers, eh ben on y est. Plus personne n'est rentable s'il n'y a pas d'argent public. Et cet argent public, ce n'est même pas de l'argent qu'on donne, c'est de l'argent qu'on se refuse de faire rentrer. Donc il faut faire travailler les gens plus tard, et donc il faut fermer des hôpitaux, quand même. Donc à un moment donné, il y a une question de fond sur tout le mécanisme qu'on est en train d'entretenir avec ça. Donc nous, il nous semble qu'il y a un gros sujet là. Et petit bémol sur ce que je disais, c'est pas propre à l'agriculture. Si, enfin, l'agriculture et l'alimentation, en agricole, on a fait un travail pour la CFDT l'an dernier sur les dispositifs très spécifiques, là pour le coup, d'exonération sur les contrats de courte durée, ultra précaires, de moins de 15 jours. On en a pour 1 milliard. Il y a peut-être une petite discussion en agriculture là-dessus, et ce n'est pas les bio qui les touchent, c'est en grande majorité le conventionnel. Donc on a un petit sujet sur cette question d'exonération, là pour le coup spécifique à l'agriculture. Donc ça, c'est un bout de l'équation. L'autre bout, exonération fiscale. Là, c'est des crédits d'impôt. Il y en a un petit pour l'agriculture biologique, les gros, ils ne sont pas là. L'exonération sur le gasoil non routier. Gasoil. D'accord, on est en COP 29, etc. Il y a peut-être un petit sujet là-dessus. Ça a été un des gros chevaux de bataille, si je me souviens bien, de la FNSEA, de le garder à tout prix, en fait, cette exonération fiscale-là. Elle n'est pas anodine dans l'équation aujourd'hui. Donc on a des exonérations comme ça. On va faire des crédits d'impôt. Mais les gros, ils sont là, en fait. Les autres crédits d'impôt, Marie en a parlé, c'est un soutien qu'on fait à la grande distribution pour que, du coup, les invendus repartent en aide alimentaire. Bravo. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est les sujets dont on parle. On ne dit pas qu'il ne faut pas de financement, mais est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est sous cette forme-là que ça a le plus de sens, en fait? C'est là qu'est la deuxième question qui va être posée. Et du coup, ça amène quand même un peu à votre troisième question sur les SSA. La seule chose que je peux dire, je ne peux pas répondre à la question du dispositif et de son extension. Par contre, il y a une chose qui nous paraît intéressante. Et ça me permet de faire une précision. Comme j'en ai pas parlé trop, on a fait le travail sur les flux. On se focalise beaucoup sur l'Ukraine, on se focalise beaucoup aussi sur ce qui se passe en ce moment à cause des accords Mercosur, en Amérique latine, etc. Je vous rassure, le gros de nos échanges agricoles alimentaires ne sont pas là. Ils sont avec tous nos voisins, allemands, danois, belges, etc. On a là des modèles, pareil, ce que je vous ai montré sur la France, il n'y a pas que nous, hein. C'est ce que disait Mathieu, tout le complexe, il est assez global au niveau européen. Mais en fait, on a des beaucoup plus grosses structures de l'autre côté de la frontière. Et qui sont encore allés encore plus loin parce qu'on avait quand même un peu de régulation dans notre système en France. Il y a d'autres pays qui s'en sont affranchis depuis belle lurette, en fait. Et donc, comme on a ouvert les frontières, on n'a plus aucun dispositif, tout ça est complètement ouvert, je vais arriver à la SSA là-dessus, et ben en fait, c'est une fuite vertigineuse vers le toujours plus gros et toujours avec les plus grosses conséquences. Et donc, forcément, ils sont mis en concurrence avec les Allemands, avec les Danois, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes un éleveur laitier face à ça, un éleveur bovin de viande, c'est encore pire. Voilà. Alors demain, ce sera peut-être en plus l'Ukraine, mais déjà autour de nous, on a des sujets. On parlait, tu disais, la biomasse qui se draine pour avoir travaillé avec des collectivités locales dans les Hauts-de-France. Leur problème, c'est que ce sont les Belges qui investissent pour acheter la terre française, pour faire des patates, qui repartent en friterie de l'autre côté de la frontière pour devenir du Macken, qui revient en surgelé chez nous. Et en fait, la terre est en train de devenir propriété d'un certain nombre de grands capitaux belges en ce moment, en France, hein, parce qu'elles sont de très bons rendements, en fait. À Dunkerque notamment, dans la zone. On est face à ça, en fait. Donc comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça? Peut-être que là, il y a un principe, mais qu'il faudrait investiguer sur la SSA. Si on l'imagine dans sa théorie, au niveau national, imaginons qu'il n'y ait pas les problèmes politiques qu'on vient de dire et qu'on arrive à le faire. Il y a un truc intéressant dans une SSA qui arriverait à se mettre en place au niveau national, basé sur une démocratie alimentaire. C'est que ce que
comprend le monde économique, c'est le rapport de force. Ce n'est pas un mauvais mot dans le monde économique. Même nous, au basique, on est une coopérative, ça s'appelle la concurrence. Et la concurrence, c'est normal, c'est des rapports de force de marché. Bon. Aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qui pèse face à ces grands groupes? Pas grand-chose dans tout ce qu'on a vu dans la chaîne. Si demain, il y a une SSA, et que disons qu'elle représente 2/3 de tout le budget alimentaire des Français, bah, tout d'un coup, c'est 5 fois la puissance de Leclerc ou de Carrefour. Tout d'un coup, c'est 10 fois la puissance de Lactalis. Et ça, tous les acteurs privés peuvent le comprendre, en fait. Mais ça, c'est à condition d'avoir réussi à la faire à une échelle nationale. Là, vous pouvez commencer à dire, ce qui était l'épure d'origine dans cette théorie, c'est de dire, on n'empêche pas le privé de fonctionner. Simplement, quand c'est dans le conventionné, là, on revient à ce que disait Marie, il y a des règles, par exemple, de marge maximum. Il y a de l'encadrement des marges, de la profitabilité. Vous voulez faire autrement? Grand bien vous fasse. Vous voulez vendre du produit très gras, très sucré et salé? On n'empêche pas. Mais c'est hors du conventionnement. En fait, là, tout d'un coup, on rétablit un rapport de force différent. C'est pas pour dire que c'est le seul outil, il y en a certainement d'autres. Mais est-ce qu'il ne faut pas réinventer des outils de dialogue serein avec le privé qui comprend très bien ces sujets-là et qui arrive à poser un peu les conditions? Mais ça, c'est à condition qu'on ait véritablement un système issu d'une démocratie alimentaire, d'un dialogue citoyen et qui ne soit pas capté par d'autres intérêts. Ça, c'est toute la gageure. Merci pour vos interventions. Vous avez parlé que l'État est beaucoup moins puissant que les industriels agroalimentaires, mais est-ce que la responsabilité de l'État ne joue pas sur la vision stratégique de ces implications? Vous avez mentionné la santé, et j'ai lu rapidement, c'est juste tout ce qui est maladie diabétique, et j'ai oublié le deuxième, mais vous ne parlez pas des problèmes de cancer. Est-ce que c'est parce que c'est inclus déjà, ou c'est pas juste élaboré, s'il vous plaît, parce que j'imagine que le rayon est beaucoup plus large que peut-être perçu si on investit 60 milliards dans tout ce qui est biologique. Est-ce que vous avez modélisé ça dans votre étude? Est-ce que ça peut soutenir un peu l'approche SSA et peut-être négliger le fait que les agro-industriels sont puissants maintenant, parce que ça c'est juste théorique, parce que tout ce qu'ils font c'est vraiment nocif au niveau environnemental et sanitaire et social? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Juste sur le chiffrage, l'année dernière, il y a eu une étude de la FAO qui chiffrait à 164 milliards, je crois, les coûts cachés de l'alimentation pour la France. Et là, finalement, 19 milliards, ça paraît peu. Alors, est-ce que la vérité est entre les deux, ou est-ce que juste la méthode n'est pas la même et on ne compte pas la même chose? Concernant les coûts cachés, les marges, comment ça se fait qu'on n'arrive pas trop à avancer là-dessus, notamment, je ne sais pas, les supermarchés, qu'il n'y ait pas de transparence, c'est quelque chose qui n'est pas si dur à mettre en place? Est-ce qu'il y a une grosse opposition, ou est-ce que, je pense par exemple à des démarches comme C'est qui le patron, où il y a plus de transparence? Est-ce que ça peut être des solutions? Moi, je peux apporter quelques éléments sur les marges. On a un peu en agriculture conventionnelle quelques références. On est capable, sur quelques produits, de déconstruire tout le partage de la valeur pour chaque maillon de la chaîne de production. C'est très complexe parce que c'est des acteurs qui sont en concurrence les uns avec les autres, qui sont en négociation commerciale les uns avec les autres. Donc personne n'a envie de donner ces chiffres à son concurrent, et encore moins à celui avec qui il négocie les tarifs à la baisse. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir de la transparence. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours le bout de chaîne. Alors, l'agriculteur, mais aussi le consommateur, parce que lui, il paye le prix, donc le prix, il est transparent. Mais pour l'amont agricole, pour les producteurs, eux, tout est sur la table. Leurs coûts de production sont connus de tous, leurs aides PAC sont connus de tous. Ce sont les seuls pour qui le livre de compte est quasiment ouvert à celui qui lui achète sa production, ses concurrents, tout le monde. Et on n'arrive pas à imposer la même chose pour des raisons de secret commercial au reste de la chaîne. Et j'ai retenu un truc que tu as dit tout à l'heure. La GMS fait 10 fois moins de profit que le milieu de chaîne. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la grande distribution, c'est toujours celui sur qui tout le monde tape. C'est facile, c'est celui qu'on voit, c'est le gros méchant. On a beaucoup plus envie de taper sur Carrefour que sur Nutella. Mais dans la réalité, c'est parce que Nutella tabasse Carrefour que Carrefour augmente les prix des pommes bio, quoi, pour se refaire. En fait, il se refait sur la pomme bio parce que c'est le Nutella qui va attirer le consommateur. J'ai l'impression qu'il y a des basses. Il y a une soirée. C'est le Nutella qui attire le consommateur dans son magasin. Et ensuite, il va pouvoir lui vendre une pomme bio sur laquelle il marge 3 fois plus.
Et on arrive à un système, du coup, où ce sont les fruits et légumes sous signe de qualité qui font la rentabilité pour compenser les produits gras, sucrés, qui, eux, sont très peu chers. Et si vous avez suivi le débat sur la taxe sur les sucres, où le gouvernement a annoncé qu'ils avaient arbitré en faveur du ministère de l'Agriculture contre le ministère de la Santé pour ne pas augmenter la taxation des sucres, c'est exactement ça. On a des produits de mauvaise qualité à bas prix qui attirent le consommateur et on met les produits de bonne qualité très chers. On a eu sur la bio, on a eu un rapport de l'Inspection générale des finances cette année sur les marges de la grande distribution, ce qui a permis à la ministre de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, de dire il n'y a pas de surmarge par les distributeurs sur les produits bio. Et quand on demande le rapport, on nous explique qu'il est confidentiel. Donc en fait, on doit vous croire sur parole. Nous, les agriculteurs, ils vont dans les rayons de magasins, ils voient du poulet à 55, 70 € le kilo, alors qu'ils l'ont vendu à 4. Et on leur dit, il n'y a pas de surmarge. À un moment, il y a quelqu'un qui s'enrichit en fait sur la chaîne de valeur. Et l'agriculteur qui a vendu, qui connaît son prix, il sait que ce n'est pas lui qui s'enrichit. Donc voilà, on a un vrai problème. Je pense que ce problème n'est pas que celui de la grande distribution, c'est aussi celui de ce que tu appelles le milieu de chaîne, c'est-à-dire tous les maillons intermédiaires, notamment les marques, notamment les transformateurs, qui ne jouent pas plus le jeu que la distribution, en fait. Alors, je vais prolonger. Vous pouvez trouver, parce que comme quasiment toutes les productions qu'on fait, tout est libre sur notre site. On a pu nous mener des travaux exactement là-dessus. Peut-être avant ça, dire un mot. La France n'est pas un pays anodin. On a quelque chose de très particulier, quasiment un des seuls pays en Europe avec l'Espagne. On a un observatoire des prix et des marges, porté par Bercy, donc par le ministère de l'économie, et qui déjà amène un degré de transparence qu'on n'a nulle part en Europe. Et il se réouvre en ce moment des discussions, savoir s'ils veulent faire au niveau européen. C'est un peu le serpent de mer, et ils refont le coup tous les 7 et 8 ans. Quel est le problème de cet observatoire? Alors, il fait déjà un travail fantastique, mais tout ce qu'il a comme mandat, il n'a pas le droit d'aller plus loin, c'est de savoir qui gagne combien, juste en termes de, si vous payez, je ne sais pas moi, votre poulet en effet à 30 €, il va dire sur les 30 €, ça se répartit comment, combien touche l'agriculteur, combien touche le milieu de chaîne, etc. Le problème, c'est que sur un produit, vous pouvez gagner la moitié de l'argent, donc peut-être 10 € sur 20. Si ça se trouve, vous faites plein de bénéfices, parce que votre maillon à vous, ça coûte 1 et vous vendez 10, donc vous faites 9, ou au contraire, si ça se trouve, vous êtes de votre poche, parce que ça vous coûte 11 et vous n'avez que 10. Et ça, on ne le sait pas avec l'Observatoire des prix et des marges. C'est là-dessus que nous, on est entré depuis 5-6 ans à peu près. On a développé une méthodologie spéciale. On a été on a été mandaté par la Commission européenne pour mener les travaux, mais sur des produits étrangers pour l'instant, c'est-à-dire le chocolat et le café. Donc on l'a fait pour la France. On a même fait un site internet qui est complètement libre d'accès, où vous pouvez aller voir les 40 types de tablettes de chocolat qui sont vendues en France. Donc il n'y a pas de marque dessus, parce c'est aussi un autre frein. En fait, on n'a pas le droit de rendre des choses publiques avec des noms de produits, parce que ça contrevient au secret des affaires. Mais par contre, on a le droit de faire des typologies, ce qu'on a fait. Et du coup, vous pouvez savoir exactement combien va dans la poche de qui en termes d'argent net, une fois que tout est payé, en fait, y compris leurs impôts, etc. Et ça, vous voyez qu'est-ce qui vient à l'industriel. Il y a 2 industriels en plus l'un après l'autre. Qu'est-ce qui va à l'agriculteur, qu'est-ce qui va au supermarché. Non seulement on a été mandaté par la Commission européenne pour faire ces travaux depuis quelques années, qu'on est en train d'étendre en ce moment, mais en plus de ça, on l'a fait en lien avec les industriels et la grande distribution. On l'a fait en France et en Allemagne, donc comme quoi c'est possible en dehors de la France aussi. Bon, les mauvais joueurs de l'histoire sont quand même plutôt en aval, donc c'est plutôt la grande distribution qui accepte des résultats mais qui a du mal à partager des choses avec nous. Par contre, ça s'est curieusement plutôt bien passé avec les autres acteurs. Jusqu'à présent, on aimerait bien pouvoir le faire en France sur des filières françaises, notamment le lait, parce que c'est un gros sujet. On aimerait bien lever un peu le voile sur au moins une catégorie de produits comme ça en France. Donc des choses sont possibles, et pour véritablement que tout le monde puisse, puis à commencer par les pouvoirs publics, prendre des décisions informées. Donc ça, c'est la réponse à ça. Après, les solutions, non, ça va certainement au-delà de choses comme C'est qui le patron. Les labels peuvent montrer la voie. Le commerce équitable existe depuis bien plus longtemps que C'est qui le patron. C'est 20 ans qu'il y a un travail de fond qui est fait avec beaucoup d'engagement. Il y a toute une partie d'acteurs qui sont engagés en bio et en équitable en même temps et qui montrent ce qu'il est possible de faire. Il y a des choses qui ont été portées par la FNAB sur le sujet qui sont importantes, intéressantes, des contrats tripartites. Il y a plein de choses à aller regarder, un univers qui est plus large que ça. Mais à un moment donné, il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités aussi. En fait. Le problème, c'est ce qu'on peut le faire qu'en France. Tout ça, c'est compliqué. Au moins, la transparence, ça, on pourrait la faire. On a montré qu'on a déjà fait une moitié du chemin. Il faudrait faire le kilomètre qui nous reste.
Petit lien détourné avant que j'arrive à la FAO sur les dépenses de santé, qu'on soit très clair. On a regardé 18 et 26, 44 pathologies en fait. Des cancers, des maladies cardiovasculaires, etc. Le diabète en est qu'une, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en lien avec la mauvaise alimentation et les problèmes d'obésité et de surpoids. J'en arrive du coup à la FAO. Ce sont des euros, mais ce n'est pas les mêmes euros du tout. Nous, on est sur des euros que vous avez dans votre poche, c'est-à-dire des vrais euros. On peut sortir le billet, la pièce, pareil, l'État a des vrais euros entre les mains, en fait. La FAO ne calcule à aucun moment des vrais euros. Donc ça, c'est toute une question où, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est obligé de faire rapide, mais du coup, il faut au moins mettre une chose claire. Ce que dit la FAO, et ils sont assez clairs, ils sont hyper transparents sur leur méthode, qui n'est pas la leur d'ailleurs. Cette méthode s'appelle en anglais le True Cost Accounting, qui existe depuis une dizaine d'années, porté par les Nations Unies. Et ça regarde les pertes de PIB. Donc, je vais être clair, si vous avez du diabète, on va considérer que vous n'allez pas pouvoir aussi bien travailler que quelqu'un en bonne santé, peut-être pas aussi longtemps jusqu'à 65 ans, donc ça va être moins de PIB pour l'État français. C'est comme ça que ça se calcule. Et tout est ramené à des pertes de PIB. Et donc ça vous dit, et c'est ramené à des pertes de PIB jusqu'à 2050 à 2100 suivant les impacts. Et donc, pour être très clair, ils calculent le fait que la trajectoire qui devrait être la nôtre, c'est 3% de croissance tous les ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc ça, c'est censé être la trajectoire normale. Et ils calculent de combien on s'éloigne de cette trajectoire de 3% de croissance par an, parce qu'on a du diabète, parce qu'on a de la mauvaise alimentation, parce qu'on a des agriculteurs qui ne sont pas assez rémunérés, etc. Et ça, on arrive à 177 milliards. Cet argent n'existe nulle part. Il n'est pas à prendre à quelqu'un, il n'est pas à donner à d'autres, il n'est pas là. Il est théorique. Voilà. Donc ça répond à autre chose. Par contre, pour ne pas jeter la pierre, ça peut avoir un usage. Je veux dire, l'État français, il récupère des impôts parce qu'il y a de la croissance du PIB. C'est bien le problème qu'on a. Quand il n'y a pas de croissance, il y a moins d'impôts qui rentrent et on est face à la situation actuelle. Il faut refaire des choix. Donc en fait, c'est pour ça que ces méthodes-là sont faites. Mais ça ne dit pas la même chose que la nôtre qui est, non, l'argent, il est dans les caisses, il est là, il va à ces gens-là, il ne va pas à ceux-là. Et voilà ce que ça produit, et voilà l'effet. Et donc, est-ce qu'on a le bon équilibre ou est-ce qu'on pourrait rediscuter de toutes ces choses? C'est là qu'est la question. Je vous prie juste d'accueillir du coup Benoît Abdito qui vient de nous rejoindre, donc paysan, agronome et député français. On est ravis de l'accueillir et qu'il soit venu malgré ses contraintes. Donc on va prendre encore peut-être quelques questions pour qu'il prenne la température. Et voilà. Merci d'être venu en tout cas. Ma question s'adresse à vous, Madame la déléguée générale de la FNAB. Vous avez parlé de l'agriculture biologique et le label en question, je veux dire. Et en fait, je voulais savoir si, en dehors de ce label, on avait quand même une certitude par rapport à ce qu'on nous dit des fois sur les étiquetages du type circuit court ou d'autres types ou 100% français, etc. Est-ce qu'on a une certitude aussi élevée ou est-ce qu'il y a d'autres types de labels qui nous donnent une garantie sur la rémunération par rapport aux agriculteurs, par exemple? Parce que les prix sont souvent plus... Les prix, en fait, sont souvent plus attractifs quand il n'y a pas ce label bio, mais il y a justement ce qui est écrit sur les étiquettes. Et donc, nous, en tant qu'étudiants, on a un budget et donc on est souvent plus attirés par ce genre de produit où il n'y a pas le label bio, mais il y a autre chose, plutôt que du coup label bio. Voilà. Vous avez tout compris au marketing, hein. C'était bien mon point de préciser que c'était le seul label de qualité qui bénéficiait d'une réglementation publique et européenne et qui bénéficie du coup d'un système de contrôle obligatoire avec des audits chaque année. Benoît saura ça parce qu'il paye chaque année sa certification, son certificat qui vient regarder ses pratiques sur sa ferme. Donc non. Alors il y a d'autres types de labellisation. Il y a beaucoup, ce sont des labels privés. Mais il y a aussi des labels publics. La haute valeur environnementale, c'est un label public. On a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce label qui constitue une très faible démarche de progrès et qui, malgré tout, est assorti d'un nom qui laisse penser qu'il constitue une très forte démarche de progrès et qui, en plus, a un système de contrôle qui est assez défaillant, notamment parce qu'il fonctionne par le contrôle collectif. Donc, si vous faites certifier 60 fermes en même temps, vous pouvez aller sur une seule ferme pour contrôler le label et l'application du label et ça permet de certifier les 60 fermes. Donc c'est un des gros sujets dans la crise des produits bio, dans la crise du marché, le fait que les consommateurs se soient détournés des produits bio, c'est notamment la multiplication de ce qu'on appelle les allégations de qualité
sur le packaging, que ce soit le zéro résidu de pesticides. Alors ça peut passer par un label privé, mais souvent ça passe juste par de l'allégation, juste rémunération des producteurs, sans que ça ne corresponde à ni un cahier des charges, qu'il soit privé ou public, ni en fait à grand-chose, quoi. Donc on a essayé de porter ce sujet auprès du ministère, notamment auprès de la direction de la concurrence, parce qu'il y a quand même un risque de tromperie du consommateur. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils considèrent que la France est en conformité par rapport aux règles européennes. On a quand même attaqué en justice le label haute valeur environnementale. On a demandé sa suppression. On doit avoir une décision de justice incessamment sous peu, parce qu'on considère qu'il y a tromperie, qu'il y a concurrence déloyale. Et donc, là où vous avez remarqué ce différentiel de prix, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un milieu de gamme entre les produits, on va dire, sans label et les produits bio. Ils ont créé un milieu de gamme avec ces allégations de qualité qui leur permettent d'augmenter les prix, alors que les coûts de production, eux, ne bougent pas, puisqu'on est sur de l'allégation qui ne modifie pas vraiment les pratiques sur la ferme. Donc, eux se font de la marge supplémentaire en augmentant le prix, mais ça reste suffisamment en dessous des produits bio pour que ça soit quand même attractif pour, en effet, une population qui a envie de faire un effort dans sa consommation, mais qui n'a pas forcément les moyens d'acheter des produits en bio. Donc bon, je ne veux pas complètement vous décourager non plus. Il y a des produits bio qui sont accessibles, mais c'est vrai que, pour te répondre par rapport sur la SSA tout à l'heure, Marie, une des grosses difficultés des produits bio, c'est à la fois l'image du produit cher, mais la réalité du produit cher. On est quand même souvent sur des produits qui vont être entre 20 et 30% plus chers, notamment parce qu'on a ce problème de marge. Et nous, ce qu'on dit, c'est accessible de consommer bio, surtout quand on consomme des produits bruts. C'est à la fois meilleur pour la santé. Le problème, c'est qu'il faut avoir du temps pour consommer des produits bruts. Il faut être capable de cuisiner. Et qu'en plus, ces produits bruts, ce sont les produits sur lesquels les grandes surfaces surmargent pour compenser le Nutella sur lequel elles ne margent pas suffisamment, quoi. Donc on est un peu dans un cercle vicieux où les produits transformés, peut-être de première transformation, qui seraient pas trop mauvais pour la santé en bio, ils sont quand même assez chers et assez peu accessibles aujourd'hui. D'où le fait de réfléchir à des TVA à 0% sur les produits bio. Il y a toute une réflexion qui se met en place sur les autres petites flèches là, en dehors de la PAC. Mais nous, on dit aussi une politique agricole commune incitative qui vient soutenir la bio. Ça permet aussi de baisser les coûts en fait, pour le consommateur final. Ça permet de baisser les prix à la fin, à condition que tous les maillons jouent le jeu et qu'on ne baisse pas les prix à la production, puis finalement, ça ne se répercute pas sur le consommateur final. Aujourd'hui, j'étais en séminaire aux chambres d'agriculture et quelqu'un a dit la boule bio de chez Carrefour, elle n'a pas bougé de prix depuis 3 ans, alors que le prix de la tonne de blé bio s'est effondré. Il a été divisé par 2. Bon, pourquoi la boule bio chez Carrefour, elle n'a pas bougé de prix? Voilà, ça y est, je vous ai rattrapé. Je sais où vous en êtes. D'abord, mes excuses d'arriver en retard, mais il y a une petite actualité en ce moment, ça s'appelle le Mercosur. Et donc, j'étais invité à la dernière minute pour un débat sur le Mercosur sur la chaîne parlementaire. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en retard. Donc, je vous prie de bien vouloir excuser mon retard. Mais je tenais, par rapport aux relations avec les gens qui ont organisé ce colloque que j'ai avec eux depuis plusieurs années maintenant, je tenais à me signaler quand même ce soir. Sur la question, et c'est là-dessus que je vais répondre, je peux répondre avec ma casquette de paysan, mais aussi avec ma casquette d'élu. Le bio n'est pas un label, c'est un signe officiel de qualité. C'est un certificat sévèrement, étroitement, rigoureusement contrôlé par des organismes de contrôle indépendants. C'est le seul en Europe qui peut exiger qui garantit autant de certitude. Et donc ça, c'est un gage de qualité. Une fois qu'on a dit ça, on a à côté effectivement des labels, et ceux-là, et moi je parle de labels parce qu'on sent la démarche commerciale qui se revendique être des productions plus vertueuses. Ça n'est pas le cas. Tu as choisi HVE, c'est mon préféré. Dans HVE, aucune restriction de molécules pesticides de synthèse, aucune restriction de dose. On a des études qui montrent que dans une bouteille de vin HVE, on trouve autant de pesticides que dans une bouteille qui ne l'est pas. Donc c'est du vocabulaire, rien que du vocabulaire pour tromper le consommateur. Sauf qu'au motif que c'est prétendument un label plus vertueux, on mobilise de l'argent public sur ce label-là. Et ça, c'est là où ça commence à devenir désastreux. Autre que tu as choisi, c'est zéro résidu de pesticides. Mais ça veut dire quoi, zéro résidu de pesticides? Ça veut dire que dans le produit final, on ne trouve plus de pesticides. Et donc, on n'a qu'une seule entrée sur ce genre de labellisation. C'est une labellisation, paraît-il, favorable à notre santé. Mais ça veut dire
ça sous-entend que les pesticides ont été utilisés pendant le parcours de production et qu'on a flingué la biodiversité, on a flingué le climat, mais au motif qu'il n'y a plus de résidus de pesticides, c'est pas grave, on peut continuer comme ça. On ne pense pas non plus aux travailleurs qui utilisent les pesticides. Et il faut savoir que les premières causes de maladies et de mortalité en agriculture, 52% des cas, c'est l'exposition aux pesticides. Et où ça fait froid dans le dos, c'est que c'est les enfants de ceux qui manipulent des pesticides qui sont les premières victimes de l'utilisation des pesticides. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Si ça avait été des complotistes, on s'en serait rendu compte depuis longtemps, sauf que quand ils commencent à donner des données, justement, c'est qu'elles commencent à être robustes. Et donc ça doit nous inquiéter. Et puis enfin, et je l'ai évoqué, mais c'est quand même l'éléphant dans la pièce, c'est l'argent public. C'est l'argent public. C'est-à-dire qu'avec HVE, qui a un label absolument fallacieux que moi j'appelle haute valeur d'enfumage, et d'ailleurs j'ai déposé un amendement pour retirer le crédit d'impôt, parce qu'aujourd'hui on a un crédit d'impôt pour les agriculteurs qui sont labellisés HVE. J'ai déposé un amendement pour retirer, il paraît qu'il faut qu'on fasse des économies, donc pour retirer ce crédit d'impôt, pour redonner une bulle d'oxygène à la trésorerie française pour soutenir l'agriculture biologique. Parce que la seule agriculture qui nous permet de s'attaquer frontalement aux sujets pour lesquels on a véritablement rendez-vous avec l'histoire, c'est l'agriculture biologique. Ce qui menace la productivité agricole en Europe, c'est l'effondrement de la biodiversité. Ce qui menace la productivité et donc la souveraineté alimentaire en Europe, c'est le dérèglement climatique. Et la seule agriculture qui s'attaque frontalement à ces sujets-là, c'est l'agriculture biologique. Autre sujet, celui de la santé. La seule agriculture dont on sait qu'on préserve la santé des consommateurs, c'est l'agriculture biologique. Eh bien, quand on a tous ces éléments-là dans une approche globale, l'argent public, moi je vais très loin, l'argent public ne devrait soutenir que cette agriculture-là. Or, quand on met 10 milliards d'euros sur la table aujourd'hui pour soutenir les agriculteurs via la politique agricole commune, 80% de l'enveloppe est captée par les utilisateurs de pesticides et d'engrais de synthèse. C'est ça la vérité. Mais l'éléphant est beaucoup plus gros que ça. Et ça va répondre à la question de la jeune fille qui nous disait qu'elle est étudiante et qu'elle n'a pas forcément les moyens de se payer l'agriculture biologique. C'est qu'au-delà du fait que la France est le pays en Europe qui aide le moins par ses politiques publiques l'agriculture biologique, c'est que derrière, pour comprendre ce qui se passe et la concurrence déloyale autour des produits bio, c'est qu'on doit mobiliser des enveloppes publiques absolument pharaoniques pour réparer les dégâts de l'agriculture qui a déjà capté toutes les aides de la PAC, pour réparer la ressource en eau dont on a besoin, et vous avez peut-être vu l'article dans Le Monde, on a aujourd'hui pratiquement 100% de la ressource en eau qu'on distribue aux consommateurs qui n'est plus conforme à cause de pesticides qu'on trouve issus de l'agriculture qui n'est pas l'agriculture biologique. Ça coûte énormément cher de restaurer cette ressource. Ça coûte énormément cher d'essayer de respecter la qualité de l'air. Ça coûte énormément cher de restaurer la biodiversité une fois qu'elle a été impactée par les pesticides. Eh bien aujourd'hui, on préfère utiliser l'argent public dans des solutions curatives qui fait qu'on utilise beaucoup d'argent public pour réparer les dégâts, qui n'est qu'un puits sans fond, parce que tant qu'on utilisera des pesticides qu'on n'utilise pas en agriculture biologique, tant qu'on utilisera des engrais de synthèse qu'on n'utilise pas en agriculture biologique, on aura besoin de réparer tous ces dégâts. Et donc, tant qu'on en utilisera, on aura besoin de ces enveloppes. Alors qu'on pourrait parfaitement, et c'est le rôle que nous, les législateurs, on devrait avoir, attraper cette enveloppe sans rajouter 1 centime de fiscalité pour rémunérer, et je ne vais pas jouer les académiciens, mais je choisis mes verbes à dessein, pour rémunérer des agriculteurs qui prennent soin de l'intérêt commun, du climat, de la santé, de la biodiversité, plutôt que de soutenir des enveloppes curatives qui ne nous préservent pas sur le plan du climat, de la santé et de la biodiversité. Eh bien, si on fait ça, et l'enveloppe dont je parle, elle est colossale, elle est entre 5 et 10 fois la PAC. C'est-à-dire qu'on met 10 milliards d'euros sur la PAC pour soutenir le mauvais modèle agricole, on oublie l'agriculture biologique, on soutient HVE par exemple, c'est 10 milliards d'euros. Eh bien, l'enveloppe pour réparer les dégâts, c'est entre 50 et 90 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'on a juste une petite enveloppe sur la table de 100 milliards d'euros. Je la fais à la louche. 100 milliards d'euros qu'on utilise pour les mauvaises réponses. Eh bien, si on mettait ces 100 milliards d'euros exclusivement dans la rémunération des producteurs qui prennent soin du climat, de la santé et de la biodiversité, donc qui prennent soin de l'intérêt commun, on les rémunère. Et là, vous, y compris étudiants, vous pourrez accéder à des produits bio absolument à des tarifs parfaitement accessibles. Et c'est ça l'enjeu d'une politique publique. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on a aux manettes, que ce soit à l'Europe ou en France,
des gens qui piétinent l'intérêt commun et qui préfèrent servir l'intérêt privé de quelques-uns, qui vendent des pesticides, qui vendent des engrais de synthèse en amont du geste de production et qui en aval se gavent, comme tu l'as dit, avec des produits transformés comme Danone, Nestlé, je ne vais pas faire toute la liste, il y en a beaucoup trop. Et donc, c'est juste assez simple en vérité. Ce qui manque pour avancer, c'est du courage et de l'audace politique pour utiliser l'argent public au bon endroit. Et si on fait ça, eh bien, je vous assure que les produits bio sont accessibles à tous, qu'on va sauver le climat, qu'on va sauver la biodiversité, qu'on va préserver notre santé, qu'on va soutenir la souveraineté alimentaire, parce que quand on fait ça, on préserve aussi la fertilité des sols. Et donc, voilà, en vérité, comme disait M. Raffarin, la route est droite, c'est juste la pente qui est un peu raide. Et si elle est raide, c'est parce qu'on n'a pas de courage et de volonté politique. Et je finis par la démarche inverse, le principe pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que si on appliquait le principe pollueur-payeur, eh bien les agriculteurs qui vendent des produits qui ont dégradé la santé et la biodiversité, on leur dit il n'y a plus de politique publique pour réparer, vous adossez au prix de vente de vos produits ce que ça va coûter pour réparer, et vous allez voir que ces produits-là deviennent inaccessibles, même à Lidl. Oui, juste deux petites remarques, une première sur le prix de l'alimentation et deuxièmement sur raisonner uniquement en termes de coût. Le prix de l'alimentation, moi je pense qu'il faut que l'alimentation soit chère. Si on veut résoudre le problème social, il faut donner aux gens qui ont des bas revenus un meilleur revenu, mais pour de multiples raisons, la baisse du prix de l'alimentation est une très mauvaise chose. D'abord parce que les gens qui ont déjà un assez bon revenu, quand l'alimentation n'est pas chère, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des vacances et ils prennent l'avion. C'est l'effet rebond. Et en fait, on a intérêt à ce que des gens aient moins de revenus, parce que l'hypermobilité, c'est un problème énorme pour le climat à venir, etc. Donc, ça peut paraître, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur c'est très bien l'impôt foncier, c'est qu'il y a des choses très contre-intuitives, mais l'impôt foncier est une bonne chose et des aliments chers, c'est une bonne chose. Par contre, et c'est pour ça que la sécurité sociale de l'alimentation, qui va doter les gens d'un budget fléché vers l'alimentation, est une bonne solution de ce point de vue-là. Voilà, ça c'est un problème. Il y a une deuxième raison pour laquelle il vaut mieux que l'alimentation soit chère. C'est que quand vous êtes dans un système ouvert et que vous avez une alimentation pas chère, des gens de l'extérieur, d'autres pays, vont avoir tendance à venir acheter votre alimentation. C'est logique. Et ça, Keynes, au XVIIIe siècle, l'explique déjà. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un producteur, au hasard, d'un producteur de poulet en Bretagne qui a décidé que son truc, c'est d'aller conquérir des marchés en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Pour produire ces poulets, il a fallu produire du maïs. Ce maïs a demandé des produits chimiques qui viennent de Chemchina, des fertilisants qui viennent de pays qui ont beaucoup d'énergie, donc probablement l'Arabie Saoudite, la Russie, etc. Donc ça veut dire que l'argent qui arrive sur la ferme, la subvention, va déjà repartir immédiatement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée territoriale en fait. Et en plus de ça, on va ensuite nourrir ces poulets qui sont élevés dans des conditions que nous savons, on va polluer l'eau en Bretagne, on va faire des maladies musculo-squelettiques, etc. Le tout pour subventionner le consommateur saoudien. On a rarement vu une politique aussi idiote que les politiques agricoles actuelles quand il s'agit d'exporter. Parce qu'il y a un principe juste fondamental, c'est quand vous exportez un produit en dessous de son coût de production, vous perdez de l'argent. Sauf si vous avez l'espoir un jour d'être monopolistique et de remonter les prix un jour. Donc vous pariez que vous vous referez dans l'avenir. Mais si ça ne se produit pas, vous avez juste perdu de l'argent. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui est en train de se passer, en fait, parce que je ne vois pas le rapport de force inversé. Donc les produits élevés de l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on ne va pas subventionner. Alors en plus de ça, quand on subventionne l'ouvrier de Foxconn en Chine, en ayant de l'alimentation pas chère, en fait, on soutient l'industrie chinoise qui va nous faire des panneaux solaires pas chers qui détruisent. Donc c'est juste pour dire... L'alimentation pas chère, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Et non, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on intègre. Voilà. Au fond, tout ce qui ne va pas, n'est-ce pas dû à la doctrine économique du libre-échange qui écrase tout, qui force à la spécialisation, à l'inverse de ce qui serait souhaitable de cultiver la biodiversité? Bon, au fond, ça c'est important. Et
Et comme monsieur le député sort d'une discussion à propos du Mercosur, j'aimerais bien avoir son point de vue sur cette question-là. Alors, bonjour, merci pour vos interventions. En fait, j'avais une question qu'on n'avait pas encore trop traitée, mais c'était sur la question des semences, le fait qu'il n'y a que seulement 5 semenciers français, enfin mondiaux même. Je me demandais pourquoi on ne laisse pas aux exploitants agricoles justement la liberté de produire eux-mêmes leurs semences. Voilà. Quels sont les problèmes de la filière? Merci. Juste pour pas se méprendre, je suis d'accord avec l'alimentation pas chère, c'est une erreur. Quand je dis qu'il faut rémunérer, c'est effectivement par le biais de cette sécurité sociale alimentaire, de l'alimentation, qui permet effectivement à des étudiants d'avoir les moyens d'acheter de la nourriture. C'est juste que moi je dis qu'il faut le conditionner à des pratiques agricoles vertueuses. Voilà, c'est ça. Mais on est d'accord, c'est-à-dire que le système, c'est de pouvoir rémunérer et donc d'avoir les moyens dans son revenu de bien payer les producteurs. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut adosser ce système de sécurité sociale de l'alimentation à des pratiques vertueuses, c'est-à-dire que l'argent public ne continue pas de payer des agriculteurs qui, à grands coups de pesticides, d'engrais de synthèse, dévastent le climat, la santé et la biodiversité. Sur le Mercosur, très simplement, hein, ces accords de libre-échange sont à la fois le ferment et la conséquence des zones spécialisées de la planète. Vous avez raison de parler de ça. C'est-à-dire qu'on a, dans cette économie mondialisée, spécialisé le bloc russo-ukrainien sur les céréales et le tournesol, l'Amérique sur les protéines, voilà. Et du coup, on est extrêmement dépendant des surfaces, de ces surfaces spécialisées, y compris en Europe, où on a voulu jouer dans la cour des grands sur le marché mondial, et on a spécialisé l'Europe sur la production de céréales et de maïs, par exemple, qui fait que les surfaces qu'on utilise pour exporter ne sont pas des surfaces qui participent à notre souveraineté alimentaire, à notre autonomie alimentaire, et qui fait qu'en voulant exporter, eh bien, on a mobilisé ces surfaces, et par principe de vase communicant, toutes ces surfaces qui ont été mobilisées dans des logiques exportatrices ne sont pas des surfaces qu'on utilise pour tenir notre souveraineté alimentaire. Et donc, on se rend dépendant volontairement de surfaces qui viennent de l'extérieur. Après, il y a des effets aggravants, c'est-à-dire comme l'élevage qu'on élève, des animaux qu'on élève dans des bâtiments, des herbivores qui ne savent plus ce que c'est qu'un brin d'herbe, qui sont nourris avec du maïs et du soja. Eh bien, quand on choisit de nourrir des herbivores avec du maïs, quand on ensile un hectare de maïs en France, on est obligé d'importer un hectare de soja qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, alors que quand on nourrit des herbivores avec de l'herbe, alors ça c'est une révolution que j'aime bien proposer, nourrir des herbivores avec de l'herbe, ça se passe bien et on s'affranchit de ces problématiques de dépendance au maïs et au soja. On n'a plus besoin de méga-bassines pour irriguer le dit maïs. Voilà, et encore une fois, on allume un cercle vertueux et en plus on prend soin de notre santé parce que du lait ou de la viande qui sortent d'animaux herbivores qui ont mangé de l'herbe est nettement plus qualitative qu'une viande ou du lait qui sort d'animaux qui ont mangé du maïs et du soja. Tout ça pour vous dire que on n'a pas besoin de cet accord de Mercosur si on sort de ces logiques de spécialisation. Là, on en a besoin parce que l'économie de la zone Mercosur, des 5 pays du Mercosur, sont des activités agricoles et que si on veut vendre des Mercedes, des Audi, des BM là-bas, eh bien, il faut qu'on accepte d'importer les produits qui constituent leur économie centrale. Et donc, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Mais si on veut lutter contre le Mercosur et retrouver la souveraineté alimentaire, il va falloir commencer par les travaux pratiques. C'est-à-dire que dans un accord qui s'appelle l'accord de Blair House en 92, l'Europe a choisi d'être dépendant des protéines qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, puisque cet accord de Blair House limite à 5,2 millions d'hectares les surfaces de protéines en Europe. Et pour avoir l'autonomie protéique en Europe, il faudrait cultiver entre 15 et 18 millions d'hectares de protéines. Donc si on ne va pas dénoncer l'accord de Blair House, si on ne va pas dénoncer la spécialisation des zones de la planète, eh bien on fait le jeu de ces accords de libre-échange. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois la cause et la conséquence de ces spécialisations de la planète. Voilà, donc c'est une très mauvaise idée et les premières victimes, ça va être les agriculteurs européens. Sur les semences, très bonne question. Sauf qu'on a un catalogue officiel qui est... juste un conflit d'intérêts. Le catalogue officiel s'impose à tous les agriculteurs et il est géré par les semenciers eux-mêmes. Donc on a un problème de réglementation qui s'inscrit typiquement dans un conflit d'intérêts. Mais si on veut vraiment relever le défi autour du dérèglement climatique, les réponses, c'est effectivement les paysans qui les portent. Avec
des ressources génétiques qu'ils mettent au point eux-mêmes dans ce qu'on appelle les écotypes. Alors il s'avère que j'étais chercheur avant et que ma spécialité c'est la génétique et que j'ai créé un conservatoire de races locales et anciennes et que je suis aussi président de ce conservatoire depuis 2018. Donc je connais bien le sujet. L'intérêt de l'agriculture biologique, et ça permet de renvoyer sur le débat d'avant, c'est que depuis le 1er janvier 2022, on a fait entrer dans la réglementation à l'agriculture biologique la possibilité d'utiliser des ressources génétiques qui ne sont pas inscrites au catalogue. C'est la seule situation où on peut le faire, ce qui fait que des agriculteurs comme moi qui étaient illégaux dans l'illégalité pendant 15 ans, qui utilisaient de la ressource génétique non inscrite au catalogue mais qui n'avaient pas le droit de le faire, sont désormais depuis 2022 en parfaite légalité. Mais c'est aussi, et j'insiste, parce que ces agriculteurs mettent au point eux-mêmes leurs variétés, qu'ils créent des écotypes, c'est-à-dire des variétés, enfin, je ne devrais pas utiliser le mot variété d'ailleurs, des ressources génétiques sélectionnées par le milieu et l'agriculteur, qui fait qu'on a des écotypes qui sont parfaitement adaptés aux conditions de milieu et qui sont en permanente évolution et qui suivent l'évolution nécessaire avec le dérèglement climatique. Donc bien sûr qu'il faut qu'on avance là-dessus, mais là on s'attaque à un autre lobby qui n'est plus celui des pesticides, mais celui des semences et qui est un lobby extrêmement puissant. Les 2 premiers semenciers au monde, c'est Corteva, gros producteur de pesticides, c'est Bayer, gros producteur de pesticides. Le 3e, c'est Limagrain, qui lui n'est pas producteur de pesticides, mais voilà. Et ils sont en train de nous la faire à l'envers avec les nouveaux OGM, parce qu'avec les nouveaux OGM qui sortent de la réglementation OGM, y compris pour l'agriculture biologique, on a une menace parce qu'on n'a plus l'obligation de tracer ces nouveaux OGM qui échappent à la réglementation OGM. Et donc, potentiellement, demain, on peut trouver des OGM dans nos produits, y compris en bio. Et puis, le pompon de tout ça, c'est le brevetage du vivant. C'est-à-dire que le brevetage du vivant fait qu'ils ont la main sur les semences et que demain, Justus van Liebig disait, celui qui faisait les bouillons de cubes, là, les cubes de bouillon, enfin voilà, vous avez compris, disait, c'est le fondateur du Codex Alimentarius, qui est la référence des produits qu'on peut ingurgiter, disait qui possède la semence possède le monde. Oui, c'était une excellente conclusion. Moi, je voulais juste ajouter un point, parce que sur la question du prix élevé, ce serait un peu étrange que le Secours catholique ne dise rien, effectivement. Donc, on ne porte pas la baisse des prix comme moyen d'accessibilité. Je pense que vous l'aurez compris avec ce rapport, le juste prix. Bien sûr, on appuie la question des revenus, la question du coup des filets de protection pour parvenir aussi à mieux s'alimenter. Je pense qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, qui est le changement aussi des dépenses avec la place que prend le logement et qui mange sur ce que l'on peut avoir comme budget pour manger, justement. Donc il y a un énorme enjeu sur les dépenses de logement qui ont explosé et qui ont contribué aussi à ce qu'on dépense beaucoup moins sur l'alimentation. Après, sur le débat SSA, voilà, je pense qu'il y a quand même des étapes intermédiaires sur lesquelles on peut travailler et sur lesquelles il faut absolument, dont il ne faut pas s'affranchir, je pense, à explorer quand même ces histoires de fiscalité pour arriver, encore une fois, à ce juste prix et pour toutes et tous, et faire quand même effet levier vers le système. Et enfin, c'est sûr, je vous suis complètement, on a besoin de ces politiques audacieuses et audacieuses, on les attend, on a donné les chiffres pour faire exactement ce que vous nommez, hein. On a de quoi savoir ce qu'il faut réorienter aujourd'hui. Je pense que quand même, pour nous, associations qui étaient porteurs et porteuses de ce rapport, c'était aussi de dire, il faut que vous puissiez intervenir en tant que citoyens et citoyennes pour que ce débat ne soit plus qu'un débat technique, et au contraire, vous êtes légitime désormais, c'est de l'argent public qui est sur la table, c'est votre argent aussi, et donc notre message était, si vous voulez que ces politiques soient audacieux et audacieuses, montrez-vous, dites ce que vous voulez faire de cet argent, parce qu'ils sont sensibles à l'opinion publique, les étudiants en particulier, et vous qui vivez des situations de précarité, on entend qu'ils ont une écoute, et si vous frémissez, ils bougeront. Mais ça ne sera pas juste nous, associations, parce qu'on va avoir ces constats-là qui vont forcément bouger. Donc voilà, je voulais aussi remettre ça entre vos mains, et pas seulement entre eux, même s'ils sont un peu existants, ces politiques audacieux et audacieuses, on vous attend aussi, et avec vos moyens de communication en particulier. Merci Marie. Et puisque le Mercosur a été évoqué, j'ajoute qu'on organise ici même le 4 décembre un débat sur cet accord des commerces. Tu veux ajouter quelque chose? Vas-y. Juste quand même pour dire,
le libéralisme nous pose problème à l'heure actuelle, mais on ne peut pas réduire la question de l'industrialisation de l'agriculture au libéralisme. Parce que l'un des grands moteurs de l'industrialisation de l'agriculture, ça a été le fait que l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, a été soumise à un blocus, qu'à partir de ce moment-là, elle a dit il faut que j'arrive à l'autosuffisance alimentaire sans accès aux marchés mondiaux, sans accès aux colonies, qu'elle n'avait pas. Et donc, elle va utiliser ces hectares fossiles. Et on peut avoir une industrialisation de l'agriculture en situation de blocus. Donc on ne peut pas réduire la problématique qu'on a traitée aujourd'hui au libéralisme. Ça, ce serait une erreur totale. On peut avoir une industrialisation du monde dans un... Et d'ailleurs, je vous rassure, Donald Trump va nous démontrer qu'on peut être antilibéral dans le commerce et continuer à drill, baby, drill. Oui, merci, c'est une remarque très juste. Ni à la mondialisation, j'ajouterais. C'est-à-dire, c'est pas l'agriculture nationale versus mondialisée, c'est autre chose. Mais en tout cas, bon, donc je rappelle donc le débat suivant dans le cadre de notre cycle, c'est le 4 décembre, ici même, et on parlera justement de l'accord de commerce Mercosur. Et si vous voulez poursuivre le débat technique autour des chiffres que Christophe a montré au début, nous organisons également un webinaire le 27 novembre, donc ça sera accessible à tous. Toutes ces informations sont disponibles sur le site de l'Institut Veblen. Voilà, il me reste à remercier à vous tous, à nos tous intervenants, et merci à notre député de nous avoir rejoints avec. Merci beaucoup. Ils ont mérité un grand applaudissement.